System 1 loaded. Nous sommes les IT Monkeys. Nous avons établi cette communication depuis un futur proche afin de vous former sur les différentes technologies qui vous permettront de faire face aux intelligences artificielles. Dans le futur, nous manquons considérablement de spécialistes et les cyberattaques sont de plus en plus courantes. Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre les IA. Rejoignez-nous. Rejoignez la résistance et... Bonsoir, Laurent. Ah. Oh, on a perdu Laurent. Bon bah... perdu. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir Nova. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard Yatta, notre invité du soir. Salut les mix. Et rebonsoir Laurent, du coup, vu que tu viens de revenir. J'ai eu une micro-coupure, excusez-moi. Bonsoir. Et bien sûr, bonsoir à tous qui nous regardent. Ce soir, on est là pour discuter un peu sécurité, cybersécurité, pas qu'un peu d'ailleurs, parce que je pense que le sujet est vaste et intéressant et il y a plein de choses à dire. Mais ce que je proposais avant, puisqu'on a un invité un peu spécial ce soir, c'était déjà de commencer à lui demander qui il est, d'où il vient, comment il en est arrivé là, etc. Histoire d'introduire un peu le sujet. Et puis il y aura une deuxième partie plus consacrée à la cybersécurité et au coût, et une troisième partie plus liée à comment mettre en œuvre certaines mesures. Voilà, si ça vous convient. Parfait. C'est vaste comme sujet, c'est vaste. Ouais, c'est vaste. Alors évidemment, j'ai annoncé tout ça, mais on n'a pas 50 heures non plus, donc... En général, on fait 1 heure, mais un peu plus d'1 heure. Ouais, c'est ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur le chat, même si pour l'instant c'est encore un peu tôt, vu qu'on n'a pas encore dit grand-chose. Bon, donc on te connaît enfin moi je te connais depuis un moment, JB, et entre autres à l'époque où on s'est connus il y a pratiquement un peu plus de 20 ans. Il y a 20 ans, tu commençais déjà à bidouiller et à faire un peu de la cybersécurité à ta façon, on va dire, puisque entre autres tu traînais pas mal sur IRC à faire des choses plus ou moins un peu louche. Plus ou moins, pas forcément louche, mais en tout cas à jouer avec les aspects sécurité, en tout cas, des deux côtés. Des deux côtés. Les jeux auxquels je m'adonnais à l'époque sont prescrits aujourd'hui, donc on peut en parler. La grande différence entre il y a 20 ans et je vais même dire il y a 30 ans quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé étant ado le piratage. Alors je suis tombé dedans par hasard. À 10 ans, j'ai eu ma première machine qui était fournie avec un bouquin de C, où j'ai commencé à programmer vers l'âge de 10-11 ans en recopiant des codes et en m'intéressant un petit peu à ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur début des années 90. Et puis, 2-3 ans après, mon père ayant une connexion Internet, j'ai commencé à traîner sur l'IRC. Et je m'intéressais beaucoup au système Linux et Unix qui était développé notamment au Canada avec de l'OpenBSD. Et j'ai traîné pendant quelques semaines avec des étudiants là-bas qui proposaient régulièrement des codes. Et un jour, il y en a un qui m'a proposé un morceau de code vachement sympa. Il m'a dit, avec ça, tu vas pouvoir overclocker ta machine, tu auras des super performances. Alors, je vous parle de ça, on est en 95. Hein. Donc, bon, les jeunes ne voient pas ce que ça peut dire, mais ça permettait d'avoir véritablement des meilleures performances. Donc, je l'ai exécuté, et cette saloperie avait pour objectif d'arrêter le ventilo de la carte mère. Et en 95, une carte mère n'a pas de sécurité, n'a pas de sensor ni rien, donc ça crame. Et à l'époque, un PC, ça valait 15 000 balles. Et à 15 ans, on va dire à ton père, j'ai cramé un PC à 15 000 balles, c'est compliqué. C'est clair. Mais il se trouve que j'avais des parents plutôt intelligents, et mon père s'est dit, mamie, bon, j'ai pas tout compris à ce qui t'est arrivé, l'histoire du mec au Canada, j'y crois pas, mais je pense que l'informatique a de l'avenir. Donc, je t'en rachète un à ton anniversaire, mais tu te fais plus avoir. Il t'a proposé sinon d'être pompier, c'est ça? Et comme j'avais été vexé comme un pou par cette situation, j'ai décidé de changer de copain et je me suis retrouvé sur des étudiants français. C'était les débuts de la scène FR en termes de hack, et c'était des petits groupes de hackers et notamment une team qui s'appelait la Fires.
avec laquelle j'ai commencé à déjà comprendre comment fonctionne réellement un ordinateur, les différents composants, et ensuite comment on s'amuse à les contourner. Et j'ai trouvé ce petit jeu plutôt sympa, et petit à petit, je suis tombé dans une vraie team de hack française, dans laquelle je suis resté pendant quasiment 10-12 ans. Dans cette période, 97-98, développement phénoménal de l'Internet et de l'accès à Internet grand public. Donc, augmentation du nombre de machines connectées. Alors, pour ceux qui se souviennent, à l'époque, on avait un modem, on était connecté directement avec une IP publique sur le réseau Internet. Donc, totalement exposé. Je m'en souviens bien. Autant vous dire qu'à l'époque, on avait un terrain de jeu extraordinaire. Ah ouais, les Windows de l'époque, sans firewall, ils tenaient à peu près 2 minutes. À peu près 2 minutes. Et encore, on attaquait très souvent même le modem. Pour ceux qui avaient la chance de connaître AOL, American Online, il y avait une vulnérabilité qu'on appelait ATO++, qui permettait de déconnecter des centaines de milliers de personnes avec juste 56K de paquets. Ah, c'était beau. C'était beau. Toi l'emmerdeur alors. Je faisais partie de cela. Une époque bénite. C'était encore l'époque où on pouvait faire des pings de broadcast. Vous vous rappelez, on pouvait faire comme ça des grosses tempêtes depuis une machine, spoofer des centaines d'adresses et puis faire tomber des gros réseaux. Le plus gros qui est tombé comme ça, c'est CNN en 2004. Il s'est pris une magnifique attaque et n'a pas pu diffuser pendant plusieurs minutes. Et la fin des années 90 signe aussi le début des sociétés de sécurité. Les États-Unis avaient un peu d'avance sur nous, ils avaient déjà développé un concept qui s'appelait l'offensive security, qui est de dire, OK, pour faire de la sécu, on ne se contente pas de le faire comme un ingé classique qui va installer correctement, configurer, se dire, bon, ce que j'ai fait, ça marche, mais on va commencer à attaquer les systèmes. Alors, pour ceux qui étaient déjà dans des boîtes où il y avait de l'informatique dans ces années-là, c'était les années où ça coûtait très cher, et surtout où les DSI n'osaient pas aller attaquer les systèmes. On avait toujours peur que ça tombe en marche et qu'on ne sache pas le remonter correctement. Donc, c'était une période où ils étaient très frileux. Et sur les 20 dernières années, on a pu voir une vraie évolution déjà de la connexion, des systèmes d'information, du métier d'administrateur, de directeur informatique, l'évolution en parallèle des systèmes d'information, des dispositifs et organisations pour les attaquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises demandent à ce qu'on les attaque de façon offensive pour essayer de voir s'il y a un trou dans la raquette de ce qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est une vraie évolution en 20 ans des mœurs et finalement de la composante sécurité à l'esprit de tout le monde dans les entreprises. C'est bien, tu as répondu à une question que je t'ai pas posée mais que j'allais te poser, c'est justement est-ce que ça, d'après toi, la sécurité a beaucoup changé entre il y a 20 ans et maintenant, et dans quel sens ça a changé, enfin qu'est-ce qui a changé? Mais c'est plus ou moins ce que tu viens de dire, quoi. Alors, ce qui a changé, la quantité d'objets connectés, la connaissance des systèmes. Il y a 20 ans, il n'y a que les informaticiens qui étaient connectés à Internet. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Il y a un terrain de jeu pour les pirates qui est extraordinaire. Il y a des organisations cybercriminelles extrêmement puissantes et ayant des moyens extrêmement élevés pour pouvoir générer des dispositifs d'attaque ou des méthodes d'attaque très sophistiquées. On a des enjeux aujourd'hui qui sont géopolitiques. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était le petit hacker dans son coin qui s'amusait, qui allait faire des choses. C'était pas encore l'outil, je dirais, quasi militaire que l'on a aujourd'hui. Tous les États aujourd'hui ont des forces de frappe cyber, de frappe et de défense, puisque le monde tourne autour des éléments connectés. Alors, ce qui se traduit dans les métiers, les premiers pentests que je faisais en France, c'était en 2003-2004. Les réponses que j'avais, c'est mais on n'est pas la NASA, on n'est pas une banque, on n'est pas un machin, on n'est pas un État, on n'est pas visé. Et dans les boîtes qui étaient un petit peu plus structurées et qui avaient déjà plus d'enjeux, c'est la direction générale qui commandait les audits sécu et on était super mal reçus à l'équipe informatique. Bah, tu m'étonnes. Alors qu'aujourd'hui, c'est généralement les équipes informatiques qui pleurent pour avoir du budget, pour qu'on puisse venir les trouver et leur dire où il y a un trou dans la raquette. Donc là, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que là où la réticence était liée à la méconnaissance, aujourd'hui, la méconnaissance est un argument pour pouvoir dire « venez nous aider », c'est un métier de spécialiste. Donc aujourd'hui, il n'y a plus
il y a plus de réticence dans les entreprises à venir faire des audits. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé d'un truc qui était un petit peu un jeu pour tout le monde, que ce soit pour les pirates comme pour les défenseurs, à quelque chose de sérieux aujourd'hui et de stratégique même? Alors, oui pour la deuxième partie, c'est stratégique, mais ça reste toujours un jeu. Oui, non, pour celui qui joue à attaquer, oui, mais... Aujourd'hui, tu as les Red Teams, tu as les Blue Teams. Donc les Red Teams, c'est celles qui attaquent, les Blue Teams, celles qui défendent. Tu as les Purple Teams qui sont au milieu, qui sont les SOC, dont le but, c'est de travailler. C'est des groupes de hackers qui attaquent avec connaissance des infos qui remontent au SOC pour essayer de contourner ce que le SOC peut voir et réussir à faire passer leurs attaques quand même. Celles-là sont super intéressantes et il y a toujours cette notion de jeu. Par contre, il y a 20 ans, il n'y a qu'un côté qui jouait. Les autres, ils se marraient pas. Ceux qui étaient attaqués, ils le prenaient beaucoup moins bien. C'est ça. Bah, ça occupait les week-ends. Ouais, mais tu savais pas pourquoi. Aujourd'hui, quand tu as une attaque, assez souvent, tu arrives à déterminer un petit peu la typologie de l'attaque et les objectifs de l'attaque. Je sais pas si tu vois le Twitch, mais il y a David Durieux qui nous fait une petite blague qui dit que heureusement qu'il y a Windows pour les pirates, quoi. Disons que... Alors, il y a des attaques sur Linux. Est-ce que maintenant il y aurait pas tout ce qui est mobile qui aurait pris le pas, tout ce qui est smartphone et compagnie, qui aurait l'IoT qui serait encore pire largement que Windows? Je réponds juste à l'argument Windows. Quand tu vois le nombre de pages qu'il y a dans le guide de hardening de Windows 10 du CIS, il y a à peu près 1700 pages pour un Windows 10. Je suis assez d'accord. Je pense que by design, c'est pas le meilleur système d'exploitation. Ah, même en Windows 10, je pensais qu'ils avaient vraiment progressé. Écoute, 1700 pages. Ok. Avant, il y en avait 1800, donc ils ont progressé, quoi. Non, avant, le document n'existait pas, mais... Windows Server, on est à 1100. Ah ouais, d'accord. D'accord, Ça ok. fait peur quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu peur, ouais. Quand tu dis que c'est quand même déployé partout, quasiment. Écoute, c'est une porte ouverte sur le monde. Et alors, on nous demande du côté du chat si c'est vrai que les attaques sur les Mac s'intensifient et commencent à arriver plus qu'avant. Ouais, alors je vais vous répondre à ça. C'est vrai qu'il y a des fausses idées qui traînent depuis très très longtemps. Alors moi, je suis Linuxien depuis 93. J'ai toujours été à fond Linux, mais pour autant, le bon système, c'est celui dont les gens ont besoin. C'est ça. C'est bien, j'aime bien la formulation. Là, que je suis sur un Mac, parce que j'ai un MacBook Pro qui est super puissant, j'ai des VM Windows, j'ai des VM Linux, et j'ai un antivirus. Pourquoi ? Parce que le Mac est un système qui est très attaqué, mais il n'est pas moins qu'avant. Simplement, ça se voit un peu plus aujourd'hui, et il y a un peu plus de Mac déployés parce que... Ouais, il y a plus de volumétrie aussi. Voilà, il y a plus de volume. Si je me mets en 2010, par exemple, il y a 13 ans, c'est vrai que la proportion de Mac en population générale était moins importante que ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, en bon chasseur ou bon pêcheur, à droite, tu as un lac avec 10 000 poissons, à gauche, tu en as un avec 2 poissons, bah, tu vas attaquer du côté où il y en a le plus. C'est clair. Mais il y a toujours eu des attaques sur Mac, il y a des ransomware spécifiques Mac. Avec Pascal, il y a 15 ans, on parlait déjà de rootkit sous Linux, rootkit sur le PS qui permettait de cacher les processus. Enfin, même les systèmes Linux ont toujours eu des failles. Et je vous rappelle que l'une des plus grosses failles SSH a été remontée sur OpenBSD il y a 15 ans, et qui était une faille qui avait au moins 8 ans, et qui permettait à des gens d'avoir des backdoors sur du SSH, sur des gros systèmes de prod. D'accord. Et donc, pour répondre à la question de Nova sur les mobiles, c'est un vrai sujet aussi, du coup Alors, les attaques mobiles, aujourd'hui, on a plus d'attaques sur les mobiles, et quand je dis plus, il y a à peu près 75% d'attaques qui ciblent les mobiles, en plus des systèmes d'information classiques. Déjà parce qu'il y a plus de terminaux mobiles que d'ordinateurs. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on a partout démocratisé, enfin, pour ceux qui l'ont fait, démocratisé au moins les doubles facteurs. C'est-à-dire que quand je dois accéder à une application avec authentification, je ne sais pas, ma banque, ma messagerie, le VPN de ma boîte, j'ai souvent 2 facteurs. Or, j'ai souvent ces 2 facteurs sur mon téléphone. Donc, j'ai les SMS, j'ai les mails, j'ai le stockage des mots de passe, je tape tout sur le même clavier
ou sur l'écran interactif de mon téléphone. Du coup, ça permet, si j'arrive à compromettre un téléphone, finalement, de n'avoir plus qu'un seul facteur et j'ai accès à tout. Et après, il y a un truc important. Si je prends une campagne de phishing, ça fait des années que dans les sensibilisations, on explique aux gens, regardez tel élément, passez la souris sur l'URL, vérifiez que c'est le même lien qui est affiché. Par contre, quand vous lisez vos mails sur une messagerie mobile, il n'y a pas tous ces éléments. On n'a pas la souris pour passer dessus. Ouais, passer la souris sur l'URL, c'est compliqué quand t'as pas de souris. Je te confirme, nous, on travaille avec un prestataire avant de cliquer pour pas le nommer. Et effectivement, on a beaucoup plus de clics et d'ouverture de liens sur les tests de phishing qui sont envoyés sur mobile, quoi, que sur PC, quoi. Bien sûr. Et les gens disent effectivement, tu peux pas passer sur l'URL. C'est moins évident de détecter que c'est un phishing, quoi, sur un mobile. Après, c'est le contexte. Et c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens, c'est du bon sens. Parfois, rien qu'avec du bon sens, on prend 4 secondes, on respire un coup et on se pose la question de quel est le contexte de ce message? Pourquoi est-ce que d'un coup ça c'est urgent? Pourquoi il faut que je clique là-dessus? Pourquoi je reçois ce mail? Et se poser la question éventuellement de lire plus tard. Je vous invite à aller chercher le titre Arrête de cliquer comme un con des 3 fromages. Il est génial. Moi, je pense que je vais le mettre en ouverture de tous mes meet-ups de cybersécurité. Arrête de cliquer comme un con. Vous chercherez les 3 fromages, vous verrez, c'est drôle. Ah bah c'est sûr que c'est ce que tu disais avant, le bon sens, quoi. Même si c'est vrai que c'est plus ou moins évident suivant les gens et suivant ce qui est fait aussi. Hein. Ce qu'on reçoit des fois, c'est bien fait et on peut se faire avoir quand même. Mais effectivement, il y en a qui sont très très bien faits. Dans les derniers que j'ai vus, c'est ceux qui usurpent DHL, très très bien fait. Il y a ceux qui usurpent les impôts, magnifiques. Les 2 derniers que j'ai pu voir, j'ai dû aller scruter dans le détail pour vous vraiment voir que c'était un faux. Et un qui avait été vraiment bien fait, tel point que je me suis inquiété. J'ai reçu une très belle confirmation de la FNAC pour 2 commandes que je venais de passer. Oui, et ça c'est la nouvelle mode ou Amazon, je sais pas comment ils font, mais tu viens de passer la commande, peut-être par les cookies. Mais j'avais pas passé de commande. Ah ok, d'accord. C'est pour ça que je me suis posé la question, mais le mail de confirmation de commande était tellement bien fait que j'ai été inquiet que quelqu'un ait finalement réussi à accéder à mon compte. Bon, en tout cas, j'ai déjà vu des mails frauduleux suite à une commande, par exemple, par Amazon. Et ils savaient que la commande avait été passée. Ouais, mais alors ça peut effectivement être dans les cookies ou alors interception de session. Ouais. Mais là, il faut s'inquiéter si c'est ça. Interception de session. Ou j'ai envie de dire peut-être beaucoup moins technique. Quand Amazon tu passes commande, il te propose de partager que tu as acheté tel truc à tes amis. Est-ce que peut-être. Ça peut pas être juste une fuite d'informations via les réseaux sociaux, etc. Que tu toi-même, en oubliant que tu as publié le fait que tu venais de passer de commande. Possible. C'est super intelligent aussi. Parce que ça, je suis sûr que tu peux l'automatiser, tu peux scripter. Et tu peux générer en masse comme ça des messages. Après, c'est comme le phishing, il t'en faut 2-3. Ouais. J'ai une question, j'ai eu un phishing téléphone, hein, voilà, mal foutu, mais juste je me posais la question, un phishing pour les cartes vitales ou Amélie. Autant les fameuses arnaques à formation, tu sais qu'il y a de l'argent potentiellement, autant j'ai toujours pas compris quel était l'intérêt de pirater. C'est pour avoir des numéros de sécurité sociale? C'est quoi? T'as une vague idée? J'ouvre ça comme ça au cas où. Alors ça te permet de récupérer plusieurs types d'informations, dont la sécu, les informations familiales, le coefficient familial, donc un indice de revenu. Ça te permet de générer un certain nombre d'attestations. Tu peux, à partir de là, générer des fausses identités, ou en tout cas l'usurpation d'identité. Et tu peux faire changer, en fait, tu peux changer ton adresse et te faire envoyer une nouvelle carte vitale. Okay. Donc ça te permet en fait d'avoir une carte vitale avec photo. Il y a pas mal de gens qui pensent que ça fait partie des pièces d'identité systématiquement acceptées. Mais ça te permettrait à certains endroits d'aller te présenter, acheter un téléphone dans un petit téléphone mobile store, d'avoir une petite carte d'abonnement avec une fausse adresse et un faux nom. Et comme il y en a qui disent sur le chat en ce moment, le truc à la mode, c'est les SMS pour la vignette critère. Depuis qu'ils ont interdit la critère 5 chez nous à Strasbourg, moi j'en reçois au moins 50 par semaine. C'est ça, pareil. Je me fais spammer, quoi. Alors que j'ai la vignette critère depuis longtemps, hein. Pareil, ouais.
Mais ouais, C'est ouais, assez phénoménal, ouais. c'est impressionnant, ouais. Bon, en tout cas, alors on a un peu dérivé, et je ressens un petit peu, puisque pour l'instant l'idée était déjà de parler de notre invité, et je sais pas si tu peux parler ou si tu souhaites parler un peu de l'activité que tu as actuellement, de l'entreprise, de ce que tu y fais et de ce que vous y faites globalement, parce que ça peut nous intéresser tous. Alors certains la connaissent déjà, n'est-ce pas, puisqu'ils y ont déjà fait appel. Moi, pas personnellement. Ah non, je crois que Alors, aujourd'hui, quand on a fait appel à toi, t'étais pas à ta boîte, t'étais. j'étais pas dans celle-là, j'étais dans Oui. une ESN strasbourgeoise. Oui, oui, t'étais pas. D'accord. Donc là, je travaille pour la filiale française. En fait, je pilote la filiale française d'un groupe qui s'appelle EBRC, qui est le European Business Reliance Center. C'est une structure qui appartient à Poste Télécom, qui est l'équivalent du Orange luxembourgeois. Ah, ok. Et en fait, la particularité de cette société, elle a été montée fin des années 90, alors que le ministère de l'économie souhaitait proposer des grands coffres-forts numériques pour l'ensemble de sa clientèle qui s'était formée depuis les années 70 et qui était plutôt des clientèles de marché, marché financier, des banques, des assurances et beaucoup de tertiaires. Et voulait du coup renforcer le fait d'être une place forte financière qui rentrait dans l'ère numérique. Donc pour ça, ils ont demandé à l'un de leurs ministères technologiques de prendre le sujet. C'est du coup l'équivalent de Poste Télécom qui a pris ça. Et ils ont construit 3 gros data centers. J'étais hier encore dans l'un des plus gros qui héberge le parc satellitaire d'Astra. Alors ce sont des DC qui ont une capacité de résilience extrêmement élevée. Ils sont certifiés Tier 4. Je pense que vous avez déjà entendu Tier 3, Tier 4. Donc Tier 3, c'est un data center qui peut tolérer une panne, et donc il y a un certain nombre d'éléments de redondance. Et le Tier 4, c'est qu'il peut tolérer une panne alors qu'on est déjà en mode dégradé. En gros, c'est la redondance. Donc on a à chaque fois les équipements x2 et Plus un. de l'autre côté et encore plus 1. Alors si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Le savais-tu que Aquare aussi, qu'on a connu à l'époque de Let's Go Zik, est certifié sur data center Tier 4 justement. Alors, Tier 4, là aussi, puisqu'on parle de précision, il y a deux Tier 4. Il y a le Tier 4 Design, c'est le fait que tu as prévu de faire des travaux qui rendront l'établissement conforme au Tier 4. Et le Tier 4 Facility, c'est quand réellement les tests ont été faits. Ouais, ils ont fait les tests, c'est sûr. Ils ont fait les tests. Donc, ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'à des tests où tu débranches le courant. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est des grands malades pour tester la clim. Comme le data center était vide, ils ont acheté, je sais plus, 250 chauffages, un truc comme ça, pour les mettre dedans et essayer de faire chauffer la salle. Alors, j'ai une petite anecdote, si je peux me Tu vois permettre. tu vois le gros bouton rouge là-bas, bah tape dessus. Si je peux me permettre, il y avait eu juste l'annonce avant fin d'année là sur les possibles coupures de délestage électrique en France, Europe, tout ça. Et nous, on était en train de se dire mince, bon bah faut tester les onduleurs et autres. Et puis t'en avais j'en prends un tout petit, voilà. Et tu te dis comment tu testes l'onduleur parce qu'on veut. Et tout bêtement, tu te dis je veux pas mettre un équipement dessus qui fonctionne et qui sert à quelque chose. Je veux pas mettre un truc qui risque de. J'ai pas spécialement des serveurs qui consommeraient assez de courant, etc. Donc tu te dis bah je vais mettre quoi? Un chauffage, pareil. Bah, le chauffage il déclenchait pas, et puis on avait un sèche-cheveux. J'ai foutu un sèche-cheveux, bah, ça marche très bien. La fait machine un à café, ça wattage. marche bien. La machine à café, ça marche bien aussi. Ouais, mais faut faire beaucoup de café pendant longtemps. Non. Et les Non, non. Nespresso, les Senseo, les Nespresso, elles tirent un truc de dingue. Parce qu'on a déjà testé avec Anthony, Ah. quand chez nous, de temps en temps, il coupe le bâtiment pour vérifier toute l'électricité. Donc du coup, pendant quelques heures, on n'a pas de courant. Donc on avait prévu la machine à café sur l'onduleur le samedi. Et bah la machine à café, elle a fait un café. Hein, après le truc était vide. Ça a sauté. Ça tire hein, les machines à café. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire du chaud artificiellement quand on était en train de parler de faire de l'économie d'énergie. Ça fait bizarre, mais tu te dis, bah, en même temps, ouais, je suis en train Il de faut bien prévoir les tester. pires. Hein. Faut bien tester. Tu sais, comme les recommandations de l'État, c'est 19 degrés, que chez moi, j'arrive pas à baisser en dessous de 23. Je fais la clim. Voilà, même principe, voilà, très bien. On prend des mesures qu'il faut. Ah mais je suis à 19, hein, monsieur. Donc, voilà, ils ont construit ces data centers hautement sécurisés. Alors, c'est pensé pour la redondance, c'est pensé pour la sécurité.
c'est pensé un peu façon Mission Impossible. C'est-à-dire que le type qui voudrait descendre en rappel depuis l'hélicoptère découpé dans la tôle, il y a des lasers, donc on le saurait assez vite. Il y a des gardiens H24. Enfin, c'est vraiment du très haut niveau en termes de data center. Et petit à petit, avec les années, donc la société a été construite dans les années, début des années 2000. Donc ça veut dire que vous faites de l'hébergement alors aussi? Alors, EBRC historiquement fait donc de l'hébergement, fait des services managés, et au fur et à mesure, il y a une équipe qui est un peu sortie du lot qui s'appelle l'équipe Cyberforce, avec un SOC, avec un CSIRT, avec des consultants, avec des pentesters. Et moi, je gère dans cette partie-là la partie Cyberforce, et selon les sujets qu'on est amené à adresser, eh ben, je viens avec telle ou telle équipe. Et tu fais encore de la technique au fait là-bas toi ou Écoute, ça arrive encore de faire du pentest, j'en ai fait 2 cette année. J'en fais beaucoup moins. Maintenant, la technique, je la fais un petit peu plus dans mon coin. Parce que, c'est ce que j'allais te demander. T'en fais quand même à l'extérieur, quoi, en dehors du j'en fais boulot. encore à l'extérieur. Je fais encore du pentest chez des clients historiques qui veulent absolument que je travaille avec eux. Sinon, on a des équipes de gens qui sont jeunes, qui ont du temps, qui ont envie. De l'énergie. Et de l'énergie. Bon, de l'énergie, j'en ai encore. Ça se voit, ça se voit. Mais qui ont aussi le temps de faire de la veille. Parce que comme j'ai des fonctions de management, à un moment, les journées font que 24 heures. Et je m'entoure de pas mal de jeunes. Là, j'ai faire la pub pour une école. J'ai 2 alternants de l'Oteria School à Paris, qui est une école qui vient d'ouvrir, spécialisée cybersécurité. Ils sont super bien câblés. Et en fait, ils nous apportent beaucoup de choses. Et à moi, ils m'apportent un temps précieux de veille en allant creuser les petites choses, les petites pépites intéressantes à aller étudier. Ok. Donc, si vous avez besoin de jeunes qui font une vraie formation cyber, et quand je dis vraie formation, c'est ils font du pentest, ils font de la programmation, ils font système, réseau, virtu pendant 2 ans. Les enseignants, il y a Damien Bancal qui va enseigner, il y a Julien Métayer, il y a Processus, pour ceux qui les connaissent. Donc, il y a vraiment des gens plutôt bons qui sont dans cette formation. Il y a la directrice sécu de GitHub qui donne des cours aussi là-bas. Donc on a des gens qui s'y connaissent vraiment bien et on a des jeunes qui visiblement sont assez triés à l'entrée. Et donc si vous cherchez les alternants bien câblés, moi je vous recommande cette école. Juste, moi j'avais une petite question. La cyber, c'est quand même un domaine super large. Oui. Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt spécifiques sur un domaine, vraiment où ils ont un scope super large et ils touchent un peu à tout? Où il faut vraiment se spécialiser dans un domaine précis de la cybersécurité pour être... Alors, je vais te répondre, c'est très très bonne remarque. Et l'école propose 4 cursus. Donc il y a un tronc commun et après tu as des dominantes. Donc tu as la dominante plutôt pentester, SOC, analyste et autres. Tu as la dominante plutôt consultant et puis organisationnel. Et tu as une autre dominante entre les deux dont je n'ai plus le nom. Mais oui, ils l'ont pensé comme ça. Donc tu as en fait 3 voies de spécialisation avec un tronc commun. Ouais, donc c'est parce que c'est quand même c'est large quand même la cyber, il y a des tas de domaines quoi. Oui, c'est clair. Alors, tu vois, quand tu fais de la cyber dans une boîte comme la mienne ou dans une boîte comme celle d'Anthony, c'est déjà 2 aspects différents. Parce que en fait, nous, on fait beaucoup de stratégies avec les COMEX, on fait beaucoup de grands plans très high level, et après, il nous faut des gens qui savent intégrer et opérer des firewalls, il nous faut des gens qui sont capables de comprendre la traduction technologique de la stratégie. Donc ouais, justement, vous faites quoi comme type de service vous plutôt du conseil et pas forcément trop d'audits et vous avez d'autres personnes qui font des audits Alors si, on fait beaucoup d'audits. On fait des audits techniques. Donc on fait des pentests, on fait des adversary simulation. Adversary simulation, c'est une attaque. Vous nous donnez juste les clés du camion et on vous modélise une petite attaque maison. Je veux dire, c'est celle qu'on préfère. On fait du CTF. Le client nous dit voilà le scénario que je redoute. Est-ce que vous arrivez à le faire? Donc ça, on en fait pas mal. On fait évidemment des missions de mise en place de SOC, du SOC manager. On fait de la réponse à incident. Et on fait beaucoup d'accompagnement aux certifications. Les 2 certifications qu'on pousse le plus, c'est l'ISO 27001, que tout le monde connaît. Si vous m'avez déjà parlé une fois dans votre vie, vous connaissez l'ISO 27001. Je te connais, mais je t'avoue que je la connais pas. Hein.
Vas-y, fait longtemps que fais-la nous, histoire C'est que... la procédure pour prendre rendez-vous chez un ministre, c'est ça? Absolument. Tu m'envoies hashtag 27001, d'un coup j'ai un créneau dispo dans mon agenda. Bon, alors, hashtag 27001 en direct Je live. Non, plus sérieusement, si tu peux quand même nous en parler, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, quand les gens disent je dois faire de la sécu dans ma boîte, ils savent pas, en général, tu sais pas par où aller, parce que je repense ce que disait Laurent, c'est très vaste. Est-ce que je dois attaquer les mots de passe? Est-ce que c'est les firewalls? Est-ce que c'est du VPN? Est-ce que c'est des procédures? Est-ce que c'est des outils? Comment j'évalue les différents projets sécu? L'avantage, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà posés toutes ces questions-là, alors qui disent le quoi. Ils disent pas comment. Et ça permettra de rebondir sur le point dont tu m'as parlé en préparation de l'émission, c'est où on met le curseur, et notamment le curseur financier. Est-ce que la sécu, c'est que pour les gros qui ont de l'argent, ou est-ce qu'on peut le faire autrement? Et donc, c'est une série de questions qu'on appelle des exigences, parce que c'est une norme. Si on veut être certifié, il faut satisfaire aux exigences. Mais on n'est pas obligé de se faire certifier. Par contre, on peut prendre le document, toutes les questions, et voir comment nous, on y répond. Déjà, est-ce que la direction est sensible à l'argument sécurité? Oui, non. Je me souviens d'une boîte où le PDG, c'est une petite boîte industrielle de la région, 150 personnes, il fait « c'est de la connerie, la sécurité ». Puis, dans l'année, il a perdu 200 000 sur un petit virement qui est allé pas tout à fait à la personne à laquelle il pensait. Ah, Parce qu'ils se sont fait trouver leur boîte mail. L'attaquant a écouté pendant très très longtemps les discussions. Et à un moment, il a fait du typo squatting, c'est-à-dire qu'il a créé un nom de domaine très proche de celui d'un des interlocuteurs. Il a recopié la signature. Il a, à un moment opportun de la discussion, fait part d'un changement de RIB. Personne ne s'est douté de rien, puisque c'était une réponse à tout un fil de discussion qui, lui, était tout à fait légitime. Et au moment d'envoyer l'argent, ça allait sur ce RIB. Donc, au lieu d'aller chez son prestataire, ça a fini dans une banque à Ankara qui a servi juste de passerelle pour se retrouver à Belize quelques heures plus tard. Alors sur Twitch, on a une question de Flox qui demande et tu fais des intrusions physiques aussi, on en avait parlé avant de prendre le live. Oui, absolument. Bien sûr, on fait des intrusions physiques. D'ailleurs, là où bosse c'est Anthony et où bosse Laurent. C'est pas là. On a le droit de raconter l'anecdote? Ouais, tu peux. En fait, Jean-Bernard est venu chez nous une fois faire un audit et la première chose qu'il a faite, il s'est pointé sur un de nos sites distants, un de nos plus grands sites. Et comme plus on se balade grand tous en un peu- taille. en taille ou en nombre de personnes après le siège, quoi, en disons. Et comme on se balade tous un peu avec des porte-cartes autour du cou, avec des cartes blanches pour badger pour pouvoir rentrer, monsieur n'a rien trouvé d'autre que de prendre un porte-carte, de mettre un carton blanc dedans et de passer dans tous les trucs de sécurité. Puis tout le monde lui ouvrait la porte parce que monsieur avait la même carte que nous, donc c'était chez nous forcément. Et il s'est baladé, je sais pas, 1 heure dans le bâtiment avant qu'on lui demande qui c'était, quoi. Première intrusion, ça c'était fait. Elle était facile en plus, celle-là. Bah ouais, mais bon. Alors après, tu sais, souvent, c'est la question aussi, souvent, on avait même discuté avec toi, je crois, on disait, il faut pas avoir de carte logoifiée avec ton nom, machin, parce que sinon ça dit où tu travailles. Mais si t'as une carte blanche, n'importe qui peut l'usurper. Enfin voilà, c'est toujours le. Alors c'est un sujet, il est intéressant celui-là parce que je n'ai toujours pas la réponse. Bah oui. Aujourd'hui, quand on fait faire des cartes, j'ai une préférence pour une carte sans logo, sans rien dessus. Sans couleur, sans tour de cou qui reprend le code couleur de la boîte, parce que je déteste mettre l'adresse Des clés sur la clé. de l'endroit que ça ouvre. Bah oui. Après, j'ai démontré que les cartes avec le logo et la photo des gens, c'est facile aussi. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est le nom d'une grosse structure de la région, mais je me suis fabriqué un faux badge qui ressemblait au leur, et j'ai fait la même. Hein. Je suis passé partout. D'accord. Et même pire, comme c'est une entreprise qui a des composantes industrielles, j'ai mis un beau costard 3 pièces, j'ai pris une très grosse bagnole allemande et je suis allé sur le site. Et là, j'ai joué la carte de « Attention, c'est peut-être l'un des grands directeurs versus les ouvriers ». Et je peux te dire que je suis rentré partout sans aucune difficulté. Alors, ce qui est très drôle pour finir l'anecdote, c'est que quand il nous l'a raconté, il a dit quand il lui est arrivé, on lui a quand même tenu la porte pour qu'il puisse rentrer, quoi. Ouais. On lui a tenu la porte. Allez-y, monsieur, faites-vous plaisir. Entrez chez nous, faites comme chez Je vous. vous rappelle comment je l'avais préparé. C'est qu'en fait, à droite, j'avais ma mallette et à main gauche, j'avais pris un café. Et donc, je ne pouvais pas ouvrir la porte.
Du coup, un grand sourire, bonjour, je viens voir un tel. En plus, chez vous, c'est public, donc on a les noms de tout le monde. Je viens voir un tel, et du coup, comme je ne pouvais pas saisir la poignée, on m'a ouvert la porte. C'est magnifique. C'est, ouais, j'avoue, ça a l'air Ah, il simple, était joli. dit comme ça. Ouais. Par contre, Bah, c'est dit, l'intrusion physique c'est simple en général. Ouais, C'est David dit. c'est- alors, l'intrusion physique, plus tu essayes de contourner le regard des gens ou les murs ou autres et d'avoir l'air louche, plus tu es louche. Oui, bah Oui, ça. oui, les Franco, quoi. Comme moi, tu es bronzé en Alsace, bon, tu es encore plus louche. Par contre, plus tu es direct avec les gens, plus tu es souriant, plus tu es avenant, moins tu vas passer pour le type qui veut faire un truc Suspect. bizarre. Ouais. Et puis, vous avez remarqué, quand je viens faire de l'intrusion physique, je suis rarement habillé avec ma capuche. Oui. D'ailleurs, Ah bon voilà. Ouais, c'est sûr que là, tu bosses pas, quoi. En mode ninja, comme dit Flo sur le Voilà. chat de Twitch. Donc, plus tu restes naturel, plus tu passeras. Et ce qui est rigolo chez vous, c'est que quand je suis revenu, parce que chez eux, j'ai fait la sensibilisation de tous les agents. Donc, j'ai passé 3 mois chez vous, j'ai vu tout le monde, après les attaques. Et quand je suis revenu, et que je venais vous voir, et qu'on avait rendez-vous officiellement, à l'accueil, il y a une des filles qui me regarde, mais elle ne me reconnaît pas. Mais elle va chercher sa collègue, fait, je sais pas trop lui. Je le connais lui. Ouais, oui, c'est ça. Et en fait, je lui inspirais quelque chose qui disait faut pas le laisser rentrer. C'est déjà pas mal. Tu les as rendus tous, mais après ils étaient des psychopathes. Du coup, elle est allée chercher sa collègue qui est venue me voir, qui fait ah, mais je vous reconnais, vous êtes le monsieur qui fait des trucs pas bien. Ouais. Et du coup, elle t'avait appelé Anthony pour savoir si j'avais vraiment rendez-vous. Ouais, bah, Ouais. au moins, les procédures maintenant marchent, visiblement. C'était une Enfin, bonne époque, ouais. On s'était Oh, bien marré. ça a marché quelques mois. Donc, Ouais, parce qu'on passait tout le monde. physique. Alors en ce moment, on le fait dans un cadre un peu moins rigolo parce qu'on travaille beaucoup avec les énergéticiens et les opérateurs gaziers. ouais, tu Donc, m'étonnes. on démonte des choses qui sont moins rigolotes finalement. Ouais, c'est un peu plus risqué, quoi. Et l'activité telle qu'on la vit cette année est quand même très géopolitique. Oui, oui. Donc on est moins, tu vois, par rapport à ce qu'on faisait il y a 6 ans, 7 ans quand on se connaissait, il y avait déjà des groupements cybercriminels organisés, il y avait des groupements para-étatiques, il y avait déjà ça. Là, entre le Covid, où on a vu vraiment des groupes rivaux s'attaquer à des secteurs différents, Maze qui était très sur les hôpitaux, Solinokibi qui était très sur les banques, Darkside qui était très sur les grosses entreprises du top 1000. On a vraiment vu une vraie spécialisation pour certains des attaches politiques, d'autres pas. Je me souviens de Lapsus au moment de la guerre en Ukraine qui avait dit mais nous on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, nous on est juste là pour faire du pognon. Oui, oui. Voilà. Ils ont dit nous dans nos rangs on a des Russes, on a des Allemands, on a des Ukrainiens, on a tout le monde, mais on n'est pas là pour prendre part à la guerre. Et après vous avez d'autres groupements qui eux ont clairement annoncé leur position pour l'un ou l'autre. Et ça donne ce que l'on peut voir avec des États comme le Paraguay qui se fait attaquer et qui est paralysé. Et Ouais, ça, il y a des groupes cyber vraiment financiers, puis il y a des groupes vraiment politiques, quoi. exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. Parce que les attaques, les premiers vecteurs intéressants de la cybersécurité, ou plutôt de la cyberdéfaillance, je dirais, dans les premières décennies, c'était l'espionnage industriel. D'accord, ouais. Et là, on s'est vite dit, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un système, d'être silencieux et de collecter de l'information que d'avoir des ingénieurs agents doubles qui vont postuler pour récupérer des informations. On pouvait aller plus loin pour moins cher, plus loin pour plus rapidement. Et ça a été vraiment les premières vraies applications de ce côté cyber. Avant de voir qu'on puisse déstabiliser des populations ou qu'on puisse s'en servir comme arme de communication. Mmh. À ce qui paraît, ça fait un moment, enfin au moins presque une dizaine d'années que l'Ukraine est sous très forte tension en termes d'attaque de ses systèmes d'information. Ben, ça date de 2014 avec le petit souci de la Crimée. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi. Ouais. C'est la période à partir de laquelle... Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un certain nombre de pays qui ont voulu rejoindre l'organisation de l'OTAN, qui est une organisation qui ne plaît pas effectivement à Moscou. Il y a ce côté positionnement géostratégique de la Russie.
La Russie se retrouve d'un côté avec la Chine, qui est un pays qui vient d'émerger rapidement, mais qui vient quand même juste d'émerger, qui est devenu une très forte puissance mondiale, mais qui, d'un côté, a soit les États-Unis, avec qui ils n'étaient pas forcément ouverts, puisque les communistes et les États-Unis, c'est pas tout à fait les meilleurs copains, et donc il y a ce côté bicéphale de la Russie, de se dire que finalement, ça pourrait être le centre de l'Eurasie. Donc si on regarde cette approche, et a priori c'est celle qui plairait au Kremlin, ce serait de dire que c'est l'État central entre l'Est d'un côté et l'Ouest de l'autre. Et donc ça serait une grande puissance de communication et de gouvernance dans le monde. Et donc s'il arrive à s'étendre de nouveau, alors il ne s'étendra pas sur l'Est parce que c'est son allié chinois, mais par contre tout ce qui est ex-URSS peut faire partie des endroits qui peuvent l'intéresser. Évidemment, jusqu'aux limites des Nations Unies et de l'OTAN, puisque là, il violerait énormément de traités, il se ferait un certain nombre d'ennemis. Et donc, l'attaque de l'Ukraine peut être interprétée comme le début de cette offensive pour regagner une grande Russie et pour se positionner dans un modèle Eurasie qui ne serait pas Europe, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Asie, États-Unis, Océanie. Bah merci pour ce point géopolitique intéressant, hein, mais c'était pas tout à fait le sens de ma question. C'était que j'ai lisé un article qui disait qu'en tout cas, comme ça faisait longtemps, enfin depuis 2014 qu'ils étaient très attaqués, il y avait déjà des choses qui remontaient, des leçons entre guillemets, qui permettaient aux autres aussi, à tout le monde, un peu de mieux préparer sa défense. En tant qu'État, je parle, en tant qu'État, oui. En tant que puissance nationale, entre guillemets. Alors effectivement, on a vu quand même beaucoup d'attaques qui venaient de la Russie et en fait qui passaient par la Biélorussie, par l'Ukraine et qui arrivaient comme ça chez nous. Si je prends WannaCry, c'est exactement le cheminement qu'il y a eu. Et je vous rappelle que la première version de WannaCry s'arrêtait de s'exécuter dès lors que le langage de la machine, c'était du RU. Ouais, et il semblerait que pour la faille VMware dont on parle de cette semaine, dont on a parlé cette semaine mais qui est vieille, il y a des gens qui disent que l'exploit qui a été fait se comporterait de la même manière. Écoute, je n'ai pas encore tout lu. Je me suis mis de côté beaucoup d'articles et je ne sais pas encore. Faut déjà trier le vrai du faux. Faut essayer de trouver quelqu'un qui a fait une vraie analyse, une analyse statique et une petite analyse dynamique pour pouvoir confirmer ça. Mais est-ce que vous avez le temps de faire des choses du genre, j'aurais appelé ça un honeypot, mais de faire exprès de mettre une machine sur le réseau accessible et tout, un ESX pas patché, pour voir comment il l'attaque et voir ce que ça donne, et après pouvoir analyser, ou vous faites pas ce genre de choses, pour pouvoir justement mieux répondre à vos clients et aux gens qui vous interrogeraient après en disant, nous on a fait le test, on a vu comment ils font, on a vu ce qu'ils font, ou c'est pas du tout des approches que vous avez? Alors, c'est pas une approche qu'on a. Et ça, je pense que c'est parce qu'on manque de personnel. Oui. C'est pas l'envie qui manque, mais ils le font pas sous cet angle. On va plutôt faire du forensic chez les clients qui nous appellent en catastrophe, et ça nous permettra aussi de voir comment ça fonctionne. Oui, c'est sûr, mais sauf qu'en catastrophe, en général, la priorité n'est pas forcément, en tout cas pour le client, de faire l'analyse. D'analyser le truc, ouais. Ouais, mais c'est pas les mêmes équipes. C'est-à-dire que ceux qui vont commencer à analyser, à récupérer l'ensemble des logs et des IOC, on les envoie ensuite à nos équipes de SOC pendant que les équipes d'intervention et de reprise d'activité interviennent. Ok. Ouais. D'accord. On n'est pas forcé de monter le lab, d'autant plus que tu vas monter un lab avec une version, peut-être deux versions, dont l'environnement finalement ne va pas te permettre d'appréhender correctement le fonctionnement du malware par rapport à ce qui est fait. Chez le client, tu vas avoir un EDR, tu vas avoir plein de choses. Et dans ce cas-là, il va déployer des mécanismes pour se cacher de l'EDR, pour voir qu'il est dans un sandbox et compagnie. Il va faire appel à d'autres fonctions. Et du coup, ces comportements avancés, tu ne les verras pas dans un environnement un peu simpliste. Ouais, bon, de ce que j'en ai compris, en l'occurrence, pour ce qui est de l'exploitation de cette faille-là, c'était très basique et c'était surtout les machines exposées directement sur Internet qui ont été attaquées. C'est ça. Oui. Et on pouvait visiblement revenir sur un état précédent et puis restaurer les données assez bien. D'accord, bon c'est rassurant. Ça déjà pour ceux que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en parler vu on n'est pas été en live depuis plusieurs semaines. Donc pour ceux qui s'inquiéteraient pour leur sécurité, voilà, des nouvelles rassurantes sur cette faille-là qui certes était pas récente et qui aurait dû être patchée depuis longtemps pour pas mal de gens.
Par contre, alors toujours modulo le fait qu'il faut que je lise l'article en entier, il semblerait, mais ça vient du MagIT, généralement il publie des choses qui sont plutôt bien, il y aurait des nouvelles versions depuis quelques heures qui permettent d'empêcher de restaurer le système avec les techniques qu'on a déployées les dernières semaines. D'accord. Donc comme quoi le patchage est quand même vraiment utile et il faut vraiment le faire, quoi. Ouais, patcher, Patcher, c'est la vie. exactement. Bon, bah on va passer peut-être à la deuxième partie, justement. C'est peut-être une bonne transition. Et ben go. Donc la deuxième partie, on avait... Alors je me suis trompé quand j'ai fait l'introduction avant parce que j'avais pas sous les yeux mes petites notes. J'avais proposé de parler de comment peut-on faire de la sécurité sans trop contraindre les utilisateurs. Ou plutôt, est-ce que c'est possible et comment, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place qui sont pas trop contraignantes pour les utilisateurs, qui peuvent être bien vécues par les utilisateurs mais qui sont efficaces au quotidien. Non, mais la sécurité, c'est forcément contraignant. Alors, je vais vous parler de la sécurité chez nous, qui est à un niveau extrêmement élevé, mais qui pour le coup est très contraignante. Et je vais vous dire un certain nombre d'éléments qui me semblent peut-être d'approche différente. Nous, on allume la machine, on a un premier code de plusieurs caractères à rentrer pour déverrouiller le disque. Ensuite, on a un identifiant, un mot de passe, un token à prendre en photo. Ensuite, il faut monter le VPN avec identifiant, mot de passe, plus encore un autre token. Et après, de là, on rebondit sur un Citrix pour accéder à nos données. Voilà. Mec, t'arrives le matin, tu mets 1 heure à te connecter, quoi. Et parfois, tu as l'un ou l'autre composant qui ne marche pas. Mais par contre, zéro incident de sécurité en 20 ans. Et on prend des attaques. La dernière qu'on a prise, c'était ce week-end. On est plutôt bien. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est poussé à l'extrême. Mais je dirais que c'est un bon cas d'école si tu veux faire du design de sécurité. Ça a plutôt été bien fait. Et encore, après, quand tu es dans ton réseau, tu as encore des restrictions. Toutes nos connexions sont monitorées H24. Et on a notamment des serveurs d'urgence, s'il y a l'un des systèmes qui ne marche pas, qui sont monitorés. Et au moment où tu te connectes dessus, bah, tu as les types du monitoring qui soit t'appellent, soit t'envoient un mail pour demander si c'est bien toi et pourquoi tu es connecté là-dessus. Ouais. Donc là, pour le coup, voilà, on est sur un niveau très high level, mais parce que c'est l'ADN même de la société et a été construit pour ça. Oui, ce qui est en tout cas, c'est ce qu'on peut s'attendre à une société de sécurité. Voilà, donc nous, c'est normal, c'est notre métier de faire de la sécu. Par contre, une entreprise normale dont le métier c'est de faire autre chose, je vais prendre une petite industrie. Bah, le métier, c'est 1, de pouvoir approvisionner, c'est 2, de pouvoir vendre, de pouvoir facturer, de pouvoir fabriquer. Donc, c'est vrai que le système d'information, il faut 1 heure à chacun tous les matins pour sauver, c'est un peu un problème. Donc, les premiers points, c'est déjà de voir quels sont les grands vecteurs d'attaque et quelles sont les mesures à mettre en face. 87% des attaques sont initiées via un phishing. Bon. 87%? 87% des attaques réussies ont été initiées par un phishing. C'est énorme. Alors, oui, il faut le décomposer comme ça. Les grands groupes de hackers, aujourd'hui, ne s'embêtent plus à faire ces campagnes de phishing pour récupérer ce qu'on appelle l'accès initial. Donc l'accès qui leur permettra de monter sur un VPN, sur un Exchange, sur un tenant Office 365, ils vont les acheter. Donc il y a maintenant des petits groupes de hackers qui se sont spécialisés dans le fait de faire des très belles campagnes de phishing et du spear phishing, donc du phishing ciblé, sur telle ou telle entreprise ou tel individu. Et ensuite, quand ils ont récupéré les accès initiaux, ils vont les vendre à d'autres groupes qui viennent en acheter, qui eux, du coup, vont passer par le vecteur tout de suite connexion au système d'information. Mais si on arrive à endiguer ça, et c'est pas compliqué, c'est de la sensibilisation, c'est de l'entraînement, c'est de la formation. Donc ça, c'est pas contraignant par définition. Enfin, c'est moins pas super contraignant, on va dire. Alors, nous on a eu l'effet inverse justement avec avant de cliquer avec qui on travaille, c'est que maintenant les gens sont devenus tellement parano que des fois ils ouvrent même plus les mails qu'on leur envoie nous, des mails officiels quoi. Ils ont pris le pendant inverse, ils sont devenus tellement parano qu'ils ouvrent plus rien quoi. Bah en même temps, je trouve que c'est une bonne pratique. Moi, je dis que le mail devrait disparaître de toute façon, donc à la limite. Ouais, bon ça c'est une autre discussion, mais voilà, quand on voit des mails pour prévenir qu'il y a une coupure de quelque chose ou machin, et que les gens le lisent même pas parce qu'ils disent mais c'est pas vous le service informatique avant, c'est une connerie, enfin voilà. Donc il y a un petit bouton alerte phishing maintenant dans Outlook.
qui est avant de cliquer, qui te propose et que ça te remonte dans la console les mails que les gens pensent être du phishing. Et ils disent attention, je crois que j'ai eu du phishing. Mais t'as des mails, tu te demandes comment ils peuvent dire que c'est du phishing, quoi. Donc les mecs sont devenus vraiment parano en inverse, quoi. Il faut faire gaffe à ça aussi. Est-ce que chez vous avez pris soin de signer numériquement vos mails? Non. Parce que ça, c'est un élément de confiance qui n'est pas compliqué, qui n'est pas contraignant pour l'utilisateur parce que c'est fait au niveau du système et qui permet de s'assurer avec le petit drapeau de la bonne couleur que le mail est bien issu de la personne qui prétend être cette personne. Est-ce que quand tu parles de signer les mails, tu parles de vraiment les signer individuellement ou des signatures DKIM par exemple? Non, DKIM. Ouais, parce que DKIM, c'est hyper simple à mettre en place. Enfin, sur un serveur Linux, en tout cas, sur du Exchange, j'ai jamais fait, mais ça doit pas être. Sur Exchange aussi, c'est facile à faire. Voilà. Et je comprends même pas que ce soit pas en standard partout, quoi. Parce que là, tu vois, c'est pas contraignant et ça permet déjà de pallier à l'usurpation d'identité et de facilement expliquer à l'utilisateur, tu regardes à cet endroit et tu vois si c'est véritablement lui ou pas. Et d'ailleurs, tu peux mettre des règles directement au niveau du serveur Exchange ou du serveur Linux qui, si usurpation, hop, tu jartes le mail, hein, il passe, tu l'envoies en spam directement. Ou Peut-être qu'il y a des gens qui ne Vas-y. savent pas ce que c'est des KIM et le principe. Peut-être t'expliques un tout petit peu. Bah, Non, pas le principe précis, mais juste ça permet de truster quoi. Parce qu'il y a les signatures que tu disais au début, Pascal, c'est quand toi, en tant qu'utilisateur qui envoie le mail, tu signes avec ton identité à toi, tes clés, et qu'en face, l'autre doit avoir tes clés pour truster. Moi, je Donc, pensais que c'est c'était du pratique pour PGP signer. qui parlait. Voilà. On va le citer. Voilà. On peut le citer. Voilà, DKIM, c'est plutôt au niveau serveur. C'est ça, c'est au niveau serveur. Voilà, C'est au niveau pour serveur. Le trajet, on va dire. En fait, le c'est principe. Le facteur qui s'arrange pour. C'est ça. En fait, le principe, il est pas très compliqué quand on y réfléchit. Déjà, bon, la première des choses, c'est qu'il faut que avoir un serveur SMTP, un serveur mail en interne qui n'accepte que des mails d'utilisateurs authentifiés par la messagerie et pas qu'il accepte n'importe qui dirait bah coucou, moi je suis Toto mon domaine qui est bien.com et qu'il accepte quand même ce mail. Non, ça il faut pas. Il faut qu'il accepte que l'utilisateur envoie son utilisateur et son mot de passe pour envoyer le mail d'abord et que si son utilisateur est validé, et bah seulement il a le droit d'envoyer le mail. Et ensuite le serveur de messagerie il va signer le mail avec une clé privée et la clé publique elle est mise via DKIM enfin c'est le principe de DKIM, c'est qu'on met la clé publique dans le DNS pour que les destinataires puissent regarder si la clé correspond bien, enfin si le mail est bien correspondant au serveur qui est censé l'envoyer quoi. J'ai à peu près résumé, je pense, correctement le truc ou pas? Absolument. Dans un cas, c'est une signature de l'utilisateur, dans l'autre, c'est le domaine qui est whitelisté et le domaine qui est associé à son serveur d'expédition. J'ai joué avec cette semaine, pour ça que c'est encore frais. Ça n'emmerde pas l'utilisateur, pour le dire clairement. Ah bah ça fait rien du tout, l'utilisateur il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte et ça permet déjà de filtrer un certain nombre de spams. Après, il y a des outils, alors plus ou moins intéressants, qui permettent d'éviter que tous les utilisateurs, même s'ils ont votre adresse, arrivent à vous envoyer du spam. Comme le SPF, par exemple. Alors, tel le SPF, j'étais parti sur des choses plus grand public. Du Man in Black et des choses comme ça. Voilà. Par exemple, des choses comme ça, ou quand c'est des robots qui envoient en masse, et souvent même pas avec un protocole SMTP très propre, ils n'attendent pas les réponses, ils ne sont pas capables de lire les réponses, et dans ce cas-là, ils ne sont pas capables d'aller whitelister leur envoi. On parle de mail. Alors, quel est ton avis sur la sécurité par défaut d'Office 365 ? En standard, quand tu touches à rien, quoi. Tu as un tenant, voilà, tu le prends et tu l'utilises comme tel. C'est secure ou c'est pas secure ? Non, ça l'est pas. Bon, voilà. Il y a un point qui est très bien fait par contre, c'est l'apprentissage. Mais c'est pas sécure parce que tu peux faire assez rapidement une campagne de phishing et puis tu récupères l'identifiant mot de passe, tu vois, et du coup tu accèdes au tenant rapidement. Et comme par défaut le tenant est fait pour communiquer, si tu n'as pas mis des règles de restriction, bah, tu as accès à tous les groupes, tu as accès à tous les utilisateurs, tu as accès à tous les drives, enfin. Mais en fait c'est design. Le design, oui, c'est by design, ouais. Donc c'est pas, je dirais, c'est pas un axe de critique, c'est le produit qui est comme ça. Derrière, après, il y a tous les outils de sécurisation. Question, est-ce que c'est aussi entre guillemets plutôt ouvert parce que s'ils avaient trop fermé, genre fermé par design, ça aurait été trop embêtant pour que ça commence à marcher et pour que ce soit plus clé en main et utilisable facilement ?
Tu penses que c'est un choix ou pas? Alors, j'étais pas dans les choix technologiques de Microsoft à ce moment-là, mais si je reprends l'historique, notamment des fournisseurs d'accès, ils avaient tous des règles anti-spam plus bas que ce qu'ils auraient mis normalement, justement pour éviter qu'il y ait trop de faux positifs, liés notamment à des envois de mails par formulaire web qui n'auraient pas forcément la bonne structure et du coup qui seraient tagués en spam inutilement. Donc là, c'est pareil. Mais Microsoft, je crois que c'est véritablement une volonté d'avoir quelque chose de très collaboratif, très ouvert. Et une fois que tu es rentré dans leur environnement, pour que tous les utilisateurs d'un même environnement puissent vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités. Alors, Rouge Sable qui nous dit qu'il est d'accord avec moi sur le fait de bannir le mail parce qu'il y a beaucoup d'alternatives maintenant avec du Slack, du Rocket Chat, XMPP et il n'a pas cité l'alternative à la mode quand même qui est Teams. Alors, en termes de sécurité, je ne sais pas juger, mais en tout cas, c'est quand même la plus utilisée. Par défaut, c'est un gruyère. Pour simple. Au moins, c'est clair. Est-ce qu'on peut juger le gruyère au nombre de cookies de tokens d'authentification qu'il a sur les différents services? Et par défaut, c'est vrai que dans une infrastructure Teams qui s'appuie quand même un peu sur un modèle SharePoint, tu ne sais pas à quel endroit sont foutus les fichiers. Ils sont à la racine en fait du compte administrateur quand tu vas creuser un peu par défaut, mais t'imagines que du coup, tu as des instances admin qui tournent pour l'échange de fichiers. Et là, tu te dis, il y a quelque chose de pas très propre. En tout cas, on rappellera jamais assez quand même. Moi, j'aime bien le rappeler parce que je trouve que tout le monde devrait le savoir. Un mail, de base, c'est comme un courrier à la poste. On peut mettre ce qu'on veut sur l'enveloppe de l'expéditeur comme du destinataire. La plupart du temps, ça passe. Bon, de moins en moins souvent quand même, parce que maintenant, heureusement, la plupart des politiques de sécurité des messageries commencent à filtrer en moins et ils ont des moyens de filtrer ces genres de choses. Mais de base, je peux marquer que je suis le pape@laposte.net. J'ai jamais eu cette adresse mail et je peux envoyer à n'importe qui un mail me faisant passer pour n'importe qui. Hein. Donc attention, le mail c'est bien, mais faut savoir si il y a les petites règles comme et je savais pas moi qu'il y avait un petit flag et un petit drapeau qui disait quand c'est signé DKIM et c'est intéressant de le savoir. Si, c'est très visuel. Ouais. Et est-ce que tu sais si ça marche dans Thunderbird? Je ne sais pas. Je l'ai moi. Je vais essayer de tester ça demain, tiens. Parce que nous, on utilise Thunderbird, c'est pour ça. A priori, est-ce que je l'ai pas déjà vu? Alors j'en profite pendant que tu cherches. Jean Revet, tu utilises Teams sur Windows ou sur Linux ou Mac? Parce que souvent, j'entends très souvent des gens se plaindre que Teams ça plante, ça marche pas, machin. Mais en général, c'est des gens qui sont ou sous Linux ou sous Mac. Hein. Alors, moi, je vais te dire qu'honnêtement, j'utilise très peu, mais les quelques fois où je l'ai utilisé, même sous Windows, hein, Windows 11, normal, pas de particularité, ça m'est arrivé d'avoir des écrans bleus. C'est un truc de fou, hein. Parce que moi, je l'utilise, mais je fais que ça. Hein. Et je fais tout dedans. Mais ça m'est arrivé que et j'ai jamais pour aucun des problème. visios. Uniquement pour des visios, parce que de toute façon, c'est que ce que je rejoins, puisque j'ai pas de compte à part ça. Oui, David l'utilise en web. Et c'est plutôt lié au fait que la compression et l'accès à la caméra peut, dans certains drivers, à mon avis, poser des problèmes. Je pense que c'est plus de cet ordre-là que ça dépend. C'est pas tellement parce que la qualité. Je pense que Teams dans l'histoire, il y est pas vraiment pour grand chose en fait. Bon, c'est pas la question, mais c'est juste parce que c'est vrai que moi je l'utilise tous les jours. C'est devenu, enfin moi je travaille que là-dedans maintenant. Tous mes fichiers sont dans mon OneDrive, donc j'y accède par Teams. J'ai toutes mes applis connectées. Enfin, quand je démarre mon PC, je lance Teams. Quoi. Je travaille que là-dedans. Ouais, comme beaucoup de gens, j'imagine. Alors moi, pour te répondre, je l'utilise sous Mac et ça fonctionne bien. Oui. Pas de difficulté, sous Mac, sous iPad. Je pense que les gens chez qui ça plante, c'est qu'ils savent pas l'utiliser, quoi. David, c'est pour toi celle-là. Bon, on va se recentrer sur le sujet parce que le but n'était pas de parler de Teams quand même. Donc, on disait donc la première mesure que tu disais qui est pas trop contraignante pour les utilisateurs, c'est finalement la formation, l'éducation. Il y a la sécurisation de l'infrastructure mail, mais celle-là, elle se fait toute seule aujourd'hui parce que tout le monde va sur des tenants Office 365 ou chez Gmail. Ça marche bien. Il y a quelque chose qui marche quand même très très bien, c'est le filtrage anti-malware.
il apprend très bien. Forcément, ils ont des millions, voire des milliards de mails par jour, donc ils ont capacité à entraîner leur modèle. Et après, ça reste la formation. Je pense que le phishing, ça reste un outil de tromperie. Alors on ne peut pas en vouloir aux gens de se faire tromper par des technos qui les dépassent, c'est normal, c'est le jeu, mais je pense que c'est le rôle des entreprises de mettre en place. Tu as du e-learning qui marche bien, tu as des trucs comme Rapid Awareness, t'as du Concio, tu as plein d'outils comme ça qui sont vraiment bien. Tu as Ficht qui est bien aussi. Alors, Ficht, c'est un produit que j'ai découvert il y a quelques temps qui est belge. Et en fait, ça va lancer une première campagne générique. Et en fait, en fonction, il y a plusieurs cas de tromperie dedans, il y a plusieurs scénarios, et en fonction de l'individu et de ce qu'il aura, ce sur quoi il sera fait avoir, les campagnes d'après seront faites spécifiquement pour l'individu. Ce qui fait que dès la deuxième, les gens n'ont plus la même. Et t'as appelé ça comment, tu disais? Fished, comme phishing, Fished. Ah, ok. Voilà, Fished. À la française. À la française, Fished. Fished, ok. Et on est alsaciens, nous, on a des accents. Ya, Fished. Ya, Fished. Ouais, mais là, tu as pris une grosse carte. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que quand tout le monde a la même et que tu es en open space, ils sont deux à se regarder, tiens, tu as reçu ce mail-là, tu peux parfois avoir des effets moins percutants de ta campagne. Là, les gens n'ont pas les mêmes, pas en même temps, et limite, tu peux configurer l'outil pour que même toi, RSSI, tu ne sois pas au courant de quand les campagnes partent. D'accord. Ouais. Bon, ça n'empêche pas de se faire avoir même quand on est au courant, parce que je me suis fait gauler aussi avec avant de cliquer. Ça d'acheter sur Amazon. Non mais c'est vraiment, c'est bien fait aussi sur avant de cliquer, donc effectivement même moi je me suis fait gauler quoi. 7 € par an par utilisateur. Ah ok, c'est un outil SaaS. Enfin, oui, c'est du SaaS. Ouais. Ok. Et ça existe d'ailleurs en fait des outils libres qui font des campagnes de phishing. Enfin, en soi, l'outil a pas beaucoup d'intérêt. En fait, c'est surtout le mail qu'il y a derrière qui est intéressant en fait. C'est la valeur, elle est pas dans l'outil, elle est plus dans le contenu qu'on met derrière, quoi. Alors, il y a les deux. Je prends Ficht. Alors, j'ai testé tous ceux des éditeurs antivirus. Il y a Sophos qui en propose, il y a Kaspersky qui en propose, il y a Trend qui en propose. Ils sont très très nombreux. Il y en a un dans Office 365. Il y en a un dans Office 365. Ouais. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir un contenu qui va marcher. Et Ficht, par exemple, ce qu'il propose, c'est les contenus en fonction de la nationalité, de la langue. Et ça peut aider, ouais. Mais tu vois, quand ils vont usurper des enseignes, bah, si tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Angleterre, tu n'as pas les mêmes enseignes. Et du coup, il va adapter les mails à la localisation des collaborateurs. Donc, sur une structure qui serait multisite dans différents pays, tu aurais quand même une capacité à forger ou à faire forger automatiquement des campagnes plutôt sophistiquées sans effort énorme. Parce que là, pour le coup, tu veux pas contraindre l'utilisateur, mais les pauvres types qui sont à la sécu, qui doivent passer 4 semaines à monter un phishing, puis après analyser les résultats, c'est compliqué. Ouais. C'est clair. Et est-ce que c'est un vrai sujet et est-ce que ça fait partie des campagnes de sensibilisation utiles de parler de tout ce qui est gestion des mots de passe? Ou c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui? C'est toujours le sujet. Okay. Ça reste toujours dans les... Alors ça, les pentests le montrent très bien. On a un problème avec les mots de passe. Ah bah ça... Les mots de passe chez les personnes qui ont un certain âge. Oui. Qui ont un problème de mémoire, hein, faut dire ce qui est aussi. On a un problème de mot de passe avec les gens qui vont sur plein de sites en même temps, enfin qui ont tellement de comptes partout, alors pour le coup qui sont, je dirais, des geeks non informaticiens. Et du coup, au bout d'un moment, retenir tous les mots de passe, c'est compliqué. Donc, Chacha 2022, on le retrouve partout. C'est ça. On a un problème de mots de passe chez les développeurs. Oui. Pour une raison assez simple. On va très très souvent retrouver des mots de passe qui auraient dû rester sur les instances de dev et de test. Mais quand ils ont poussé les bases de données, ils ont poussé en se disant, bon, on va quand même tester en prod et on garde les mots de passe simples.
D'accord. Ah, c'est pour ça que... Ça manque de tests unitaires, ça. Exactement. bah, ça, tu le verrais peut-être pas dans des tests unitaires, puisque... Ah bah, tu peux faire en sorte de détecter des bouts de caractères, des ensembles de caractères dans ton test unitaire. Tu Oui, peux dire ça. le password 0123K, je veux pas le voir, quoi. Oui, ça, d'accord. Ouais. Non, non, Ouais, mais... c'est embêtant parce que dans ton propre code, tu mets en clair ton mot de passe que tu voudrais pas qu'on voit. Hmm. Donc après, il faut faire des hashes et tu fais des trucs compliqués et des fois, tes trucs compliqués, t'es plus sûr que ça match. Non, alors du coup la question, Jean-Renin, c'est déjà une première question, pour ou contre les gestionnaires de mots de passe en entreprise. Et la deuxième question, si c'est oui, c'est des mots de passe, c'est des gestionnaires de mots de passe auto-hébergés ou les mots de SaaS, ça te va aussi, quoi. Tu veux qu'on parle Genre Bitwarden, qui serait hébergé chez Bitwarden, mais pas en interne chez toi. D'accord. J'ai cru que tu allais me parler de l'espace. Du coup, Non, on va- bah non, l'espace, on va ils sont fait écouter craquer. aujourd'hui. C'est fini. Ah, Non, mais c'est- LastPass, Bitwarden, KeePass, n'importe. Déjà, est-ce que oui ou non, c'est une bonne idée de pousser ça sur les postes des utilisateurs et de leur expliquer comment l'utiliser? Et si oui, est-ce que d'utiliser une version SaaS, c'est Est-ce quand que même je... assez sécure? Est-ce que je peux juste donner un avis sur qui passe avant? Et peut-être tu me diras que je me plante ou pas. Mais moi, je pense qu'en entreprise, d'utiliser qui passe, c'est mal. Pour une raison toute bête, c'est que souvent on utilise un KeePass avec des mots de passe qui sont pas forcément individuels et qu'on se les prête et qu'on se le partage. Et ça, c'est pas une bonne pratique du tout. Parce que ça veut dire que quelqu'un il peut repartir avec le KeePass, il a son mot de passe et le jour où il se barre de la boîte, il part avec les mots de passe. Alors que on a un Bitwarden, c'est pas pareil parce que là on peut ou d'autres solutions. Je connais Bitwarden, c'est pour ça que j'en parle. Là, tu peux déléguer des droits d'accès à quelqu'un et le jour où il est pas là, tu peux lui fermer ses droits d'accès et donc il n'a plus accès C'est pour à... ça que je parlais aussi de Bitwarden, parce que moi j'utilise en pro avec j'ai la version famille, hein. Donc je partage avec toute ma famille, chacun a son truc. Et c'est vrai qu'on se posait la question de peut-être faire un meet-up en interne pour expliquer aux gens comment utiliser Bitwarden pour Pareil. gérer leur mot de passe, parce que on trouve voilà qu'ils ont ces problèmes de se souvenir de tous leurs mots de passe, quoi. Je me pose la même question, mais vas-y, on te laisse parler du coup. Alors, je suis entièrement d'accord, et moi qui ai travaillé beaucoup dans les sociétés de prestation de services, quand je voyais qui passe, ça me faisait hurler. Parce que comme tu l'as dit, c'est souvent avec des mots de passe partagés. Tu as souvent tous les comptes de soit de tes infrastructures, soit des infrastructures de tes clients dedans. Tu as parfois même les fichiers de config, tu as beaucoup de choses que tu peux aller mettre dedans. Et le jour où tu pars, bah, on te ferme ton compte AD. Par contre, tu as encore tous les autres accès. Donc, qui passe, c'est bien comme solution personnelle à la maison. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en entreprise, ça n'a pas de sens. Après, tu as des outils, alors tu as Bitwarden, tu as LastPass, LastPass, tu as... Dashlane. Voilà, Dashlane. Alors, Dashlane, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai lu toutes les conditions générales d'utilisation. Et en fait, ils te garantissent rien en termes de continuité d'activité, ils te garantissent rien lié à leur sécurité. Ils ne sont pas certifiés 27001, ils ne sont pas certifiés 22301. Et donc, si ils sont plus disponibles, en fait, ils te remboursent un mois d'abonnement, 14 balles. Ouais. Mais par contre, si demain, tu l'as plus, Ça pue tes mots de passe. tu peux plus rien faire. Alors maintenant, il y a un petit agent qui se met au niveau du navigateur et en fait, qui les a en cache local. Donc, ça te permettrait quand même de travailler. Mais oui, si on veut pouvoir manager les mots de passe de façon plus sécure et éviter que quelqu'un ne puisse s'emparer de tout, ces solutions sont super intéressantes. Et Bitwarden, on est une que j'aime beaucoup. Il y a une autre solution peut-être que je sais pas si tu connais, mais j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Une solution française, c'est Systentia Access. Nous, on connaît très bien Systentia, ils sont de notre région. Bah justement, c'est pour ça, et je trouve qu'ils ont des choses intéressantes. Entre autres, un truc que j'ai trouvé très intéressant dans leur solution, c'est la possibilité de déléguer des droits de manière permanente ou temporaire. Et donc c'est en fait en gros je pars en vacances, je file mon compte admin à quelqu'un d'autre, mais il a pas mon mot de passe admin, il a juste le droit d'accéder, de se loguer comme si c'était moi. Quand il y a des endroits où il faut saisir le mot de passe, ça va le saisir à sa place et il aura jamais mon mot de passe en fait. Ça va le faire pour lui quoi, c'est tout. Absolument, mais on arrive sur ce qui s'appelle les bastions. Ça vient de la philosophie des bastions. Donc les bastions, c'est ces outils qu'on va mettre entre le système d'information et l'extérieur. Il y a les vrais comptes à l'intérieur, je dirais à droite, mais il y a le compte qu'on va créer pour l'utilisateur.
on doit m'en créer un pour que je puisse me connecter sur un serveur AD, et ben, je vais avoir un identifiant, un mot de passe qui n'a rien à voir avec le reste du système d'information du client. J'ai l'icône du serveur AD, je clique dessus, j'ai un RDP qui s'ouvre, mais je ne connais absolument pas les mots de passe pour y accéder. Et on peut cloisonner comme ça, et on peut enregistrer toutes les sessions aussi. Ça, c'est pratique lorsque vous avez plusieurs prestataires et qu'il y en a un qui fait une connerie, c'est pas moi. Et ben, tu peux rejouer toutes les vidéos, toutes les sessions, et tu peux voir à quel moment il y a une erreur qui a été commise. Pareil, s'il y a de l'usurpation de compte ou autre, tu as juste à fermer ce compte-là. Pour autant, tu sais qu'il n'y a pas de compromission des identifiants mot de passe à l'intérieur. Ouais, alors. On n'est plus dans la solution pas chère. Hein. Non, bien sûr. J'ai eu une démo là comme ça. On va donner des noms ce soir, hein, parce que votre truc, Vas-y, c'est balance. Walix. Tu Et- prends plus haut, Laurent. Ouais, Ah ouais bah excuse-moi. Et donc j'ai eu une démo, effectivement, c'est monstrueux comme solution, quoi. Et ça, C'est c'est puissant, hein. Ah oui. Walix, Et ouais. W2L-A-X. WA2LIX. Ouais, comme un mur avec IX à la fin. Voilà. C'est ça. Ok. Parce que justement, c'est très à la mode chez pas mal de clients que je connais. Pas forcément Walix, mais ce genre de solution. Et ça pose quand même des difficultés aussi pour les prestataires, comme tu dis. Des difficultés organisationnelles fortes, c'est très contraignant. Et en fait, alors je vais te poser la question que j'ai posée à un de nos clients aujourd'hui pour une problématique qui n'a rien à voir, c'est les EDR. C'est que je leur dis, ok, c'est bien, vous voulez mettre des EDR partout. Sur le principe, on est ok, il n'y a aucun problème. C'est votre système d'information, on va pas s'y opposer, c'est pas le problème. Par contre... Pour ceux qui savent pas, peut-être EDR. Ouais, vas-y, si quelqu'un veut donner une définition, j'ai peur de me planter en la donnant. Endpoint Detection and Response. C'est de l'antivirus nouvelle génération qui va faire de l'analyse comportementale, qui peut faire de l'analyse statistique, qui va faire de l'analyse heuristique beaucoup. Et selon les types d'EDR bien poussés, ils sont même capables de voir que la personne qui va taper sur le clavier tape différemment. Du coup, on a une entropie, donc une énergie différente. Et donc, potentiellement, il y a une usurpation d'identité sur la machine. Et donc, ça va analyser tout ce qui est viral, tout ce qui est comportement réseau, comportement système. D'un coup, il y a plein de fichiers qui sont chiffrés. Bon, il y a un problème. Donc, je renvoie l'information à la console centrale et selon les règles qui sont en place, j'isole le poste, j'envoie l'information, je récupère le hash de l'exé qui est à l'origine de ces actions-là et puis je le diffuse partout. Alors ouais, donc en tout cas là, c'est la définition à peu près que j'aurais donnée, sauf que j'aurais pas donné les derniers détails parce que je les connaissais pas, mais en tout cas c'est intéressant. Et la question était toute conne, nous en tant qu'éditeur, qui maintient le système H24/7/7 et ça doit marcher tout le temps. On s'est posé la question, mais ok c'est bien, vous mettez l'EDR. Et il se déclenche, il fait quelque chose, je sais pas, moi j'ai dit une bêtise, il bloque une application parce qu'il bloque une de nos applis ou il coupe un flux réseau parce qu'il pense que qu'il y a un problème. Comment nous en tant qu'éditeur on va pouvoir, quand on va nous appeler au support, savoir que c'est lui qui a agi et pourquoi il a agi. Enfin quand je dis pourquoi, comment on va avoir de la visibilité pour savoir tiens c'est peut-être parce qu'il y a eu ça qui s'est déclenché que du coup on a ce dysfonctionnement observé par les utilisateurs. Parce que au fond, nous au bout de la chaîne, on sait qu'il existe, mais on sait pas ce qu'il fait. Et on n'a surtout pas accès à la console, ce qui est bien normal. À la console centralisée en tout cas. L'EDR est fait pour être très verbeux, ça cause beaucoup parce que ça doit servir à retracer toute la kill chain finalement, toutes les actions et tous les processus qui sont mis en jeu entre l'élément qui rentre dans le système d'information et les actions qui sont menées pour en prendre le contrôle. Donc, normalement, en face, tu dois pouvoir avoir des gens qui ont accès à cette console, soit les administrateurs, soit le prestataire, soit éventuellement le SOC manager qui pilote ça. Et on doit pouvoir retrouver assez facilement l'élément qui a bloqué et la raison pour laquelle ça bloque. Et l'avantage de ces EDR, c'est qu'il y a une fonction exception. Oui, bien sûr. Mais alors, bon, si on joue avec des exceptions, au final, c'est un peu comme si on n'avait pas d'outils. Enfin, j'exagère, mais pas loin. À force de mettre des exceptions, en fait, on n'a plus grand-chose qui est bloqué et qui est intercepté. Et c'est quand même pas le but de ce genre d'outils. Aujourd'hui, à part des logiciels qui auraient des comportements un petit peu bizarres, des logiciels qui auraient beaucoup de composantes dont le code ne serait pas signé, tu vois, des choses comme ça, on sait détecter vraiment bien. On parlerait des EDR, les premières versions en 2012-2013, effectivement, ça détectait tout et n'importe quoi.
Là, aujourd'hui, en 30 jours d'apprentissage, tu as pu corréler correctement, tu as pu lui dire ça, c'est un fonctionnement normal de l'application. Ça se met en place plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette phase d'apprentissage, hein. C'est une des caractéristiques des EDR, non? C'est qu'en général, on laisse une trentaine de jours d'apprentissage pour un peu roder l'outil sans qu'il fasse d'action directe. C'est ça, on appelle ça le mode non bloquant. Tu le mets en place et il fait que la partie alerting. Donc il te dit, là je mettrai une alerte, là je ferai ça, là je vous conseille ça. Ça remonte au SOC et puis au partenaire qui fait l'installation. Et à ce moment-là, tu décides et t'arbitres. Ok. Ah, ben, parce que c'est une vraie problématique quand même pour la maintenabilité des systèmes. C'est que surtout quand c'est des systèmes éclatés gérés par plein de personnes différentes et pas forcément avec les mêmes rythmes en plus. C'est-à-dire que autant il y a des prestataires par exemple qui vont avoir une astreinte H24, mais si t'as pas accès à l'information en H24 alors que t'en aurais besoin, c'est un vrai problème quand même. Donc je me demandais si par exemple l'outil en question, que je ne sais même pas lequel c'est pour l'instant, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, le DR en question, si localement j'aurais un log, ne serait-ce qu'un log déjà pour avoir une idée de tiens, il a vu ça, il a fait ça. L'idée n'est pas forcément d'interagir dessus, mais au moins d'avoir une idée, quoi. Du coup, comme on parle des EDR, des CIEM, des choses comme ça, j'avais une question aussi là-dessus. C'est la question des assurances. Quand tu passes par un CSSP par exemple. Oui. Quoi ? C'est quoi un CSSP ? C'est un Cyber Security Service Provider. Okay. Donc en fait, en gros, c'est une boîte qui va venir chez toi qui te dit ok, pour 10 000 € par mois, j'exagère, hein, mais ouais. Pour 10 000 € par mois. Oh, t'exagères pas, à mon avis. Oh, t'exagères pas, hein. Voilà, en gros, pour 10 000 € par mois, on vous fournit une assurance. C'est une assurance en cas de cyberattaque. Cette entreprise, en général, te propose de gérer ton SIEM, tes EDR, et c'est elle qui surveille en fait ta sécurité. C'est une entreprise qui va surveiller ta sécurité, qui va se connecter, qui va récupérer les logs, qui va faire tout ce qui est travail en amont. Du cybergardiennage en quelque sorte. C'est ça. Et qu'en cas de problème, tu as une assurance que eux peuvent intervenir pour te restaurer tes systèmes en cas de cyberattaque. C'est une assurance packagée. Et du coup, tu trouves que pour une entreprise, typiquement, tu connais un peu notre boîte, voilà, on est 600 personnes, c'est pas notre cœur de métier, machin. Tu crois que pour des boîtes comme les nôtres, c'est vraiment des trucs indispensables aujourd'hui en cybersécurité d'avoir ce genre d'assurance ? Oui, alors je pense que là, c'est un commercial qui est venu te vendre la chose. Non, en fait, c'était dans une, pour être franc, c'était dans une réunion de cybersécurité organisée par Microsoft, où il y avait un CSSP, quoi. Bon, alors il se trouve que j'enseigne en Master 2 assurance, risque et monétique, un peu de cybersécurité et notamment la mise en place de lignes d'assurance. Déjà, le premier point, de plus en plus, ça va être difficile de s'assurer réellement auprès d'un assureur contre les attaques cyber. Le ticket d'entrée est de plus en plus élevé, même si tu arrives à démontrer que tu as un très très bon niveau de sécurité, alors, d'un point de vue organisationnel, entraînement des people, que tu as un système de backup qui marche bien, que tu es sûr de le remonter, la ligne budgétaire est relativement élevée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le prestataire de service qui doit faire la détection et la réponse à incident ne peut le faire que dans le cadre des connaissances du marché. Donc, sur une 0-day, personne ne va pouvoir te garantir de pouvoir t'aider à remonter ton système. Fatalement, ouais. Donc, en fait, quand je dis garantir, c'est que, en tout cas, tu pourras avoir un support de prestation pour t'aider à déjà détecter les machines infectées, les sortir du réseau, remonter tes systèmes par rapport à tes sauvegardes, ce genre de choses. C'est d'avoir du support technique plus que de la. D'accord, donc c'est pas de l'assurance. C'est pas de l'assurance, c'est de la pseudo-assurance parce que comme les mecs ils nous disaient, ils sont super bookés. Si t'es pas client déjà chez eux, tu passeras en dernier, quoi. Ouais, mais alors même ça, pour avoir travaillé avec des très très gros, des Atos, des Airbus, des IBM, eux ils te proposent de mettre une enveloppe annuelle, tu vois, 80 000, 100 000 de côté pour te réserver une place dans l'équipe d'intervention d'urgence. Ouais, c'est un peu ça, hein. Quand je dis sécurité assurance, c'est un peu ça, hein. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas des équipes d'intervention d'urgence qui sont 50 personnes. Hein. Oui, mais ça, ils nous l'ont expliqué clairement. Donc, s'ils sont déjà staffés sur une autre mission, t'attends. Oui. Oui, et puis par définition, en général, quand il y a une faille, souvent elle est exploitée en même temps chez tout le monde. Enfin. On est d'accord, mais c'est juste, voilà, typiquement, nous aujourd'hui, cyberattaque chez nous, CryptoLocker ou machin, tout seul, on est dans la merde, quoi. C'est impossible. On peut pas s'en sortir. Oui, mais pour on n'a aucune compétence poussée dans la cyber, on n'a personne qui est vraiment très poussé là-dedans. Donc, sans support d'un prestataire, on est mort, quoi. Alors pour ça, ce qu'il faut déjà faire, c'est mettre en place un plan de reprise.
C'est-à-dire vous entraînez à Ouais, l'éventualité. bon, ça, ouais, PRA, PCA, on a quoi. Voilà, PRA, PCA, vous entraînez à avoir déjà la recette de cuisine que vous pouvez filer à votre prestataire. Et du coup, il faut s'entraîner avec son prestataire. Nous, on le fait avec beaucoup de boîtes. On vient écrire les PRA, PCA et on les fait s'entraîner avec leur prestataire. 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. Et on fait des choses rigolotes. Hein. Le matin à 9h, quand on arrive, il y a une ZPO qui est poussée, il y a écrit sur toutes les machines, vous êtes fait hacker, et puis on coupe toutes les machines. Sympa. Et donc, J'aime là, bien. qu'est-ce qu'on fait On n'a pas le même sens de l'humour, c'est vrai. Bah, disons que vous avez pas les mêmes jeux, quoi, en fait, surtout. Disons que quand ça arrive, bah, ça se passe comme ça. Oui, Ouais, bah, oui. oui, bah, c'est ça le problème. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer aux gens, ok, vous avez eu un entraînement PRA, PCA, donc vous allez, vous réunissez votre service, il y a le responsable de service ou le suppléant qui est présent, vous avez sur support papier l'ensemble des étapes du PRA, les personnes à contacter et la conduite à tenir. Ouais, ouais. Tu déroules et ça, tu l'as déjà préparé une fois avec tous les services, normalement, si ça a été bien fait. Et d'un point de vue purement IT, vous avez une autre checklist avec les étapes à faire les unes derrière les autres. Et donc, on ne se pose même pas de questions, on déroule. Et en termes de communication, même vous, côté IT, la règle, c'est personne vient vous emmerder. On fait un point d'étape toutes les heures ou toutes les 2 heures. Bah, Donc, voilà. un des trucs que nous on organise mais qu'on fait pas forcément bien, mais sur le principe on s'est dit, c'est quand il y a un gros incident, en fait on dit, on met une personne qui fait que de la com, mais de l'équipe technique, mais qui fait la com avec les utilisateurs, qui répond, qui donne les infos. Et les autres, ils bossent. Comme ça, ils sont protégés, entre guillemets. On les firewall humainement, entre guillemets, pour qu'ils soient tranquilles. Quand on était 3 dans l'équipe à l'époque, on faisait ça. Maintenant qu'on s'est fait lâchement quitter par une personne que je nommerai pas, et bah du coup on est plus assez nombreux pour faire et de la com et de la technique, quoi. C'est sûr que si vous êtes moins que 3, ça commence à faire pas beaucoup, ouais, c'est sûr. Du coup, c'est pas grave, vous passez le rôle à quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être quelqu'un de non technique, du coup. Oui, oui. En fait, la Du question... coup, on s'appuie sur un collègue qui fait plutôt de la hotline, quoi. Ouais, mais ça peut être presque n'importe qui à partir du moment où la personne est désignée. Vous, ce que vous faites, c'est dire, ok, on arrive à remonter les systèmes, il y en a pour 4 heures tel service, peut-être qu'on le fera dans 2 heures. Et dans l'intervalle, personne vient vous déranger et personne vient vous mettre une sorte de pression que vous avez de toute façon déjà. Ouais, c'est ça. Donc en gros, CSSP c'est pas forcément obligatoire, quoi. Non, par contre, quand tu commences à avoir de l'EDR et du SIEM, que ce soit managé par quelqu'un d'extérieur, ça a du sens. Alors attends, parce que vous avez dit 10 fois SIEM, c'est quoi SIEM C'est un agrégateur de log, en gros. Ok, gestionnaire d'informations et d'événements de sécurité, de ce que je viens de trouver. Security Information Event Manager. C'est Ok. un gros agrégateur de logs, en fait. Il agrège tous les logs. Et pareil, il est capable de détecter en fonction des logs, parce qu'il arrive à recouper des logs venant de plusieurs sources, firewall, serveur, machin. Et en fonction de ça, il est capable d'auto mettre des choses en place de sécurité. Quand il dit, attends, là, il y a peut-être un truc bizarre, tiens, ce serveur, il est bizarre, je vais peut-être le couper, machin, ou le sortir du réseau, enfin, ce genre de choses, quoi. Bon alors, Donc, ça peut lui créer... C'est un gros syslog qui va ouais, bah oui. ces logs et en fait qui va jouer sur ces logs des patterns type pattern Yara et qui va dire que si j'ai cet événement plus cet événement plus cet événement, attention, je lève un warning. Voire je lève un warning, je fais de l'IDS, j'envoie. Il fait du pseudo comportemental aussi, quoi. En gros, comme un EDR, quoi. Alors j'ai note pour les prochaines éditions d'IT Monkeys de faire un épisode sur les SIEM, un sur les EDR et un sur comment... Les EDR XDR. EDR, XDR et MDR aussi, tant qu'on y est. Et MDM et... Bref. Ils aiment bien les acronymes dans la sécurité, ça fait un peu militaire. Ouais, bah c'est pas les seuls, hein. Ils aiment tous ça. Mais par contre, tu nous as donné une parfaite transition pour la 3e partie de cette émission, puisque tu as commencé à parler d'assurance et donc de coûts. C'est bien fait, quoi. On croirait presque qu'on est des professionnels de la profession. Et donc, une des questions que j'avais proposées pour guider un petit peu nos discussions de ce soir, c'est comment, maintenant qu'on a vu un petit peu comment on pouvait le faire sans trop contraindre les utilisateurs, comment on peut aussi assurer sa sécurité sans trop se ruiner, puisque c'est quand même une question qui intéresse à peu près tout le monde, et en particulier les dirigeants et d'entreprises. entreprises qui vont financer ce genre de coûts. Alors, il y a 2 choses. 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 Il y a 2
La sécurité, c'est cher. La vraie sécurité, c'est relativement Et cher. qu'est-ce qu'on appelle cher déjà pour commencer? Écoute, normalement, la sécurité, si je prends une valeur... En pourcentage d'un chiffre d'affaires un pourcentage Voilà. de budget d'une SSI, par exemple, d'une SI, pardon. Ça devrait être de l'ordre de 5 à 7% du chiffre d'affaires. Bon, j'avais 10% en tête, j'étais pas loin. Ouais, mais toi, t'as de l'argent. Non, c'est un Ouais, chiffre que mais j'avais non. entendu, je sais plus, dans une émission où il disait qu'en gros, ça devait être 10% du budget du SI, ça devait être de la sécurité cyber. Écoute, c'est entre 5 et 7, et ce qu'on observe aujourd'hui sur un territoire européen, c'est plutôt 1,5 à 3. Ah oui, ok, on est très 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 en dessous donc. Donc on est vraiment en dessous. Ce qui est important peut-être pour calculer correctement le coût, c'est de le ramener à l'utilisateur. Quel est finalement le coût d'une solution? Si j'ai un antivirus qui coûte 15 € par an, bon, bah, je le ramène à 1,15 € par mois à l'utilisateur. Si j'ai un firewall VPN Bastion, pareil, il y a des licences, et ben, je ramène à l'utilisateur. Et après, on voit le coût acceptable de la sécurité par utilisateur versus le coût de l'utilisateur déjà normalement, c'est-à-dire avec ses outils, les coûts partagés de l'entreprise, des choses comme ça. Mais alors là, tu considères déjà que les gens ils savent déjà quel est le coût par utilisateur de leur SI. Bah, au niveau des licences, c'est assez vite retrouvé. Tu t'achètes des logiciels, donc tu payes des licences. C'est assez simple. Ou pas. Ça, les DAF, les responsables financiers savent le faire. Hein. Ouais, oui, après, si t'as pas de coût parce que tu fais du libre, c'est autre chose. Mais... Exactement, et si t'as pas de DAS, tu fais pas d'analyse de coût non plus, donc... Ouais, mais quand tu fais du libre, tu fais appel à des gens qui ont des compétences parfois plus rares, et donc qui ont des coûts plus élevés. Oui. Bah, sauf quand tu fais tout toi-même. Dans l'OPEX. Ouais, mais quand tu fais tout toi-même, c'est là où ça devient compliqué à chiffrer après. C'est sûr. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul coût, c'est le tien. Ouais, mais c'est déjà pas mal, il faut quand même le compter. Il y a déjà un point en termes de sécurité que je rappelle souvent aux dirigeants. C'est pas parce qu'ils ont validé dans un budget 1, 2, 3 lignes sécurité qu'ils sont en sécurité. C'est pas parce que j'ai acheté un firewall qu'il est bien monté et qu'il est monitoré. C'est pas parce que j'ai acheté un outil qui reste pas dans un coin pas utilisé parce que les gens n'ont pas le temps de l'utiliser. Ouais, tu m'étonnes. La vraie sécu, c'est après. C'est d'abord, je fais l'acquisition ou la souscription et ensuite, j'opère mon système ou je fais opérer mon système. Et c'est là que commence la sécurité. Parce que tant qu'on ne détecte pas les incidents ou les petits signaux faibles, on ne détectera pas une grosse attaque. Oui, c'est ce qu'on me demande toujours, moi, en tant qu'informaticien. Quand je vois des gens, ils me disent, mais t'as quoi comme antivirus sur ton PC? Je dis, mais j'en ai pas. J'en mets pas d'antivirus. Il dit, mais t'as jamais de virus? Il dit, j'en sais rien, j'ai pas d'antivirus. Quand tu sais pas, bah tu sais pas. Hein, Ah, c'est sûr, hein, quand tu sais pas... Donc oui, la sécurité a un coût, c'est certain, mais il y a des gammes de produits qui permettent déjà de se protéger des attaques les plus classiques, celles qui tournent de façon automatisée, les scripts qui lisent, les botnets et autres sur le net. Et l'idée après, c'est peut-être d'avoir sur les éléments qui sont stratégiques, tu vois, sur un serveur AD, sur un serveur de fichiers, peut-être des outils anti-chiffrement, des choses comme ça, qui permettent de les protéger. D'accord. Si je peux me permettre, Ah, tu peux. j'ai l'impression qu'il y a une grande difficulté par rapport à au grand public ou à la perception mentale qu'ont les dirigeants, les patrons, etc., de faire la différence entre ce qui t'est un petit peu envoyé à la figure au niveau marketing, qui est achète notre solution de sécurité, comme ça tu seras sécurisé. Donc ce que tu disais, qui est un peu le piège de dire c'est pas parce que tu achètes un truc ou même que tu l'installes, mais voilà. Et pour moi, il faut arriver à faire comprendre que c'est un outil. Donc en fait, pour moi, il y a des trucs qui effectivement, tu les installes, un antivirus, t'as pas énormément, tu l'installes, même un grand public t'installes, il va faire son taf la plupart du temps dans son coin. Mais il y a quand même des trucs où ça reste un outil, il faut quand même vérifier qu'il soit un peu à jour, qu'il soit pas dans un état bizarre, que quand t'as un truc en quarantaine, bah c'est quand même peut-être ta donnée qui a été mise en quarantaine, etc. Il y a quand même, ça sert quand même à quelque chose, et c'est quand même à toi, utilisateur, ou voilà, de pouvoir en faire quelque chose. Et quand tu es dans l'informatique, au niveau IT, etc., bon, bah là, tu as beaucoup plus d'outils, et vaut mieux pouvoir les utiliser. Ça sert à rien de juste les acheter pour les faire dormir dans un coin. Voilà. Et moi, il y a un truc qui me fait un petit peu rager dans qui m'énerve facilement, dans cet écosystème comment dire, dans le domaine de la sécurité informatique, c'est le côté
cette idée assez souvent de vendre une solution de sécurité et donc du coup tu es sécurisé. Alors que moi, il y a toute une partie qui est même pas payante, qui est la sensibilisation, mais j'allais dire dans le principe, hein, c'est-à-dire, je dis une bêtise, hein, j'étais dans un bar avec des amis, à un moment donné, il y a du monde, tout ça, bon c'était avant le Covid, parce que voilà, donc du coup il n'y avait pas de masque, tout ça, machin, et du coup tu payes, puis il y en a un, tu sais, qui paye pour les autres et tout, puis la copine qui passe sa carte, et moi je dis du genre, non mais c'est bon, je vais régler en monnaie, tu sais pas, et elle me comprend mal, et elle me file son code de carte bleue. Donc du coup, parce qu'elle était déjà dedans, machin, donc du coup, je dis ouais, bon, elle a pas compris, on s'arrangera autrement et tout, je fais le code et tout, mais j'étais en train de dire, mais d'où tu files ton code de carte bleue? Enfin, je veux dire, même si entre nous, voilà, mais je veux dire, mais j'ai pas envie de le savoir, enfin, tu vois, c'est des trucs, voilà, et je me dis, il y a quand même toute une éducation au niveau bon sens, on en revient sur le tout début de truc, il y a le bon sens, il y a toute cette partie-là qui, j'ai l'impression, est relativement éclipsé parce que de plus en plus, c'est un peu l'industrie de la sécurité se développe et tout. Et ce qui fait vendre et qui fait de l'argent, c'est le côté, les solutions, les prestations, etc. Mais on voit moins le côté, je dis humainement, entre particuliers, à l'école, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe, hein, voilà. Mais de se dire, la sécurité, pour moi, comme la sécurité, comme tu disais au début, l'intrusion physique, il y a le social engineering, etc. Il y a tous ces trucs-là où il y a la prudence, la méfiance, etc. Alors, faut pas tomber dans le parano, hein, mais il y a ce côté-là qui n'est pas forcément technique, qui n'est pas forcément coûteux avec un coût en argent chiffrable, etc. Et qui pourtant compte aussi. Voilà, je dis pas que l'autre ne vaut rien, hein, c'est juste que j'ai l'impression que des fois c'est un peu éclipsé. Et que surtout quand on parle d'un thème cybersécurité, on commence dans le technique, etc. Alors que pour moi, il y a que toute une part, comme tu disais très bien et bien, tu l'as démontré, quand tu fais une intrusion physique, c'est beaucoup d'humain, de culot, etc. Et du coup, ça n'a rien de technique informatique, quoi. Ça n'a rien d'informatique. Bon, moi, de tout ce qu'il a dit, j'ai retenu que quand dans un bar, une fille lui tend une carte bancaire, il lui dit on va s'arranger autrement. Ouais. Merci. C'était évidemment tout ce qu'il fallait retenir de mon propos. Et tout à fait sans déformation. Pour revenir sur le début. Et pour l'anecdote, le problème c'est que j'ai une très bonne mémoire et qu'en fait je voulais oublier ce code et que je l'ai eu dans la tête pendant longtemps parce qu'évidemment quand tu veux oublier un truc, tu essaies d'oublier un code, tu le retiens encore mieux, hein, parce que bref. Et donc c'était quoi le code, histoire qu'on sache? Je sais pas si elle a changé entre temps, donc je vais pas le dire. On sait pas qui c'est de toute façon. Je crois que je le connais encore. Alors ce qu'on fait nous régulièrement, c'est des analyses de risques. Qui permet de savoir finalement quels sont les risques, quels sont ceux qu'on va retenir et éventuellement mettre en face un coût, une répercussion, un impact pour l'entreprise si le risque se réalise et en face on va mettre le coût de couverture de ce risque. Et c'est comme ça qu'on peut aider en fait à définir des budgets sécu. Il faut voir que plus on monte en taille dans les entreprises, plus en face de vous, l'IT est détenu au COMEX par le directeur financier. Donc il faut savoir parler OPEX, CAPEX, amortissement, actifs tangibles, actifs intangibles, souscriptions et autres. Finalement, pour qu'une fois que dans les grandes lignes, la grande stratégie, c'est de dire OK, l'analyse de risque met en péril, nous montre qu'on a certains éléments qui vont mettre en péril le fonctionnement de l'usine A et l'usine B. Après, ils vont devoir aligner ça dans un budget. Ça reste après une approche financière. Ok. Et quand vous faites les budgets, que vous demandez des choses, ça reste une lecture financière. Donc, pour ceux qui ont de l'appétence pour l'analyse de risque, il y a la norme 27005 qui est basée sur Risk Manager, qui se rapproche d'ailleurs de EBIOS. Donc, EBIOS, c'est la méthode d'analyse des besoins en sécurité qui est française, qui est assez pragmatique et qui se prête à beaucoup d'entreprises. Elle ne rentre pas dans trop de détails. Et elle est assez abordable en termes de mise en œuvre et d'analyse des résultats. Et c'est un des premiers trucs qui est proposé quand vous faites des choses chez un client que vous venez de rentrer entre guillemets, c'est par là que vous commencez en général ou pas du tout? Parfois ils viennent nous demander de faire de l'analyse de risque parce qu'on a des outils très pointus. Non, nous on fait des gap analysis, c'est-à-dire qu'on fait une analyse d'écart entre des référentiels. Alors moi je pense souvent à la 27001 et sur les différents sujets, les réseaux, la partie RH. RH, c'est notamment entrée, sortie, mouvement des collaborateurs. Quand les gens arrivent pour leur premier jour, tout le monde s'affole pour lui filer un PC, son compte AD, un téléphone, les comptes là où il devient. Par contre, parfois, ça fait 3 semaines qu'il est sorti de la boîte, on ne le sait toujours pas.
Et donc, on a des accès encore ouverts. Et donc, voilà, il y a aussi ces questions-là qui se posent. Comment je fais causer les différents services de manière transversale autour des problématiques de sécurité. Et donc, on fait souvent ces gaps pour voir dans quel service on est bien, dans quel service on n'est pas, et globalement, quels pourraient être les impacts dans l'entreprise. Ok. Alors, on va peut-être prendre la question de Rouge Sable qui demande est-ce qu'il est plus dangereux d'utiliser des produits installés localement, matériel ou logiciel, ou de faire confiance à des services hébergés et sécurisés, soi-disant, en tout cas, par un bouquet de services dans le cloud Il a mis GAFAM, alors après GAFAM ou pas GAFAM, mais en tout cas, je suis pas sûr que ça joue beaucoup de parler, que ce soit les GAFAM ou autres. Mais bon. Alors si, moi, mon avis, de mon avis et de mon expérience, pour avoir audité un certain nombre de ce qu'on appelle des cloud providers locaux, donc des structures régionales qui ont leur petit espace data center, et puis fait des audits sur des grosses chaînes qui étaient montées soit dans de l'Azure, soit de l'Amazon, c'est le jour et la nuit. Ah bon, à ce point ? Sur les petits providers locaux, on rentre systématiquement. Ah ok, physiquement. Non, pas physiquement, logiquement. Ah, même aussi, ouais. Okay. On rentre systématiquement parce qu'on arrive à trouver des points qui n'étaient pas suffisamment bien faits. Là où sur des gros faiseurs, ils ont des équipes cybersécurité, ils ont des moyens. Et c'est surtout que la donnée n'est pas stockée de la même façon. Il faut voir que les données, elles sont découpées en 40, 50, 60 morceaux. Si vous prenez la stratégie de Microsoft, par exemple, là où un EBRC, on a les data centers tier 4, et on répartit nos données sur les différents data centers, Microsoft n'aura que des tier 3, donc qui ont une tolérance à la panne moins importante, mais ils en auront tellement plus que nous, que la probabilité que tous tombent en même temps, ou que ceux qui restent n'aient pas la capacité suffisante, est tellement faible que leur stratégie est bonne. Alors attention, parce qu'on n'a peut-être pas défini ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on appelle dangereux, et dangereux, est-ce qu'on parle de risque de fuite de données, d'intrusion ou de disponibilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi j'étais sur l'intrusion et sur la disponibilité. Les deux quand même, malgré tout. Oui. Ok. Ouais, alors moi je disais à Rouge Sable que j'avais mon avis. Moi je dis toujours, quand tu sais pas faire, laisse faire ceux qui savent faire, quoi. Moi je suis pas spécialiste de la cyber, et aujourd'hui moi chez moi perso, même chez moi, pourtant je fais de l'informatique, c'est mon métier, mais je suis pas du tout dans la cybersécurité. Mais même chez moi j'utilise tous les outils possibles de provider et de machin, parce que je vais pas m'amuser à gérer ça moi, je sais pas le faire. Donc je fais confiance à du Microsoft, je fais confiance à du Google, je fais confiance à du machin, parce qu'ils ont des équipes où ils ont 50 000 personnes qui savent faire ça, quoi. Parce que c'est leur business, c'est leur métier, c'est leur business. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire, si tu sais pas faire, laisse faire ceux qui savent faire. Même si on entend parler que, attention, perte de données, Google, Facebook, machin. Alors moi je mettrais juste un petit bémol, je sais pas, peut-être... je mettrais bémol pour plusieurs raisons, mais la raison principale, et je pense que celle-là, tout le monde va pouvoir être d'accord, c'est tout simplement que quand tu es du coup un Amazon, un Google, etc., comme tu représentes beaucoup de gens, tu es aussi une grande cible. Oui, forcément, t'es... Oui, mais du coup, quand tu es client d'une de ces structures qui a des centaines de millions d'autres clients et des milliards de données, la probabilité que tu sois la cible ou qu'on arrive à réassembler tes données qui sont éparpillées sur ces systèmes extrêmement distribués, elle est beaucoup plus faible. Ouais, ça je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple... Forcément, les Microsoft subit plus d'attaques que moi, quoi. Oui, mais c'est un effet d'échelle. Ils ont des moyens à la hauteur pour se défendre. C'est ça, ouais, c'est ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils sont attaqués et que quelqu'un trouve quelque chose, il aura accès à beaucoup de monde. Et ça fera mal. Alors non, ça c'est parce que faut bien voir que les données ne sont pas stockées de manière unitaire. Ouais, ça c'est juste. Elles sont vraiment découpées en centaines de milliers de... ton fichier Word, c'est pas un fichier Word, c'est des points vectoriels disséminés sur des centaines de serveurs. Donc tu arrives à rentrer sur une infra-serveur, c'est très bien, mais tu verras rien. Tu verras des amas de points vectoriels
qui appartiennent à différents données, mais t'as pas les algorithmes et t'as pas les autres accès pour pouvoir les remonter. Ouais, c'est ce que nous expliquait d'ailleurs le fondateur d'IT Monkeys qui travaille chez Microsoft et qui d'ailleurs est très spécialisé sur le cloud Azure forcément. Et entre autres que effectivement les données sont distribuées sur plusieurs points, quoi. Ouais. Donc voilà, en gros, Rouge Tal, si tu maîtrises à fond la sécurité et occupe-temps, et si tu sais pas faire, laisse faire. Moi, je rejoins la question de Pascal dans la balance parce que j'ai pas de réponse, hein, c'est une question ouverte. De me dire, si je compare, je prends au pif l'OS le plus attaqué au monde, je sais pas si c'est Windows ou pas, hein, je soupçonne, mais voilà, ou passer sur un truc, je dis une connerie, hein, une station Spark avec un système pas à jour. Tu vois, c'est ou un Android tellement ancien que voilà, j'ai un truc, le côté exotique où tu te dis, est-ce que comment tu juges le risque entre un truc tellement exotique que tu te dis que ça va pas être la cible des attaquants, donc tu te fais vachement moins attaquer, donc tu es peut-être faillible, mais tu es tellement moins attaqué que le risque global pèse un certain poids, et de l'autre côté, tu es sûr que tu vas être attaqué, mais tu peux être à jour, et voilà. Et il y a alors c'est un exemple à la con, hein, mais voilà, mais je me dis, il y a cependant, et alors je vais faire un vrai exemple concret, c'est pour la gestionnaire des mots de passe. Par exemple, le coup de, est-ce que tu utilises une solution qui synchronise tes mots de passe, alors que ce soit avec du Google ou du OneDrive, etc., ou est-ce que c'est dans du cloud chez un prestataire, voilà, ou est-ce que tu fais tout en auto-hébergé parce que tu t'y connais, etc., et le côté de, tu gères à la main auto-hébergé, c'est bien, machin, c'est bien. Je pense que c'est bien, pour ma part, je pense que c'est bien, mais voilà, mais je ne sais toujours pas si c'est mieux ou pas, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus contraignant, etc., alors que quand tu prends des solutions clés en main ou des trucs déjà intégrés, t'as rien à faire, le particulier, mes parents, n'importe qui, t'appuies sur un bouton, ça synchronise, c'est la magie qui opère, voilà. Par contre, effectivement, est-ce que c'est pas aussi les mêmes vecteurs que tu disais, JB, par exemple, quand tu fous tout dans des Active Directory ou des choses comme ça, quand c'est des silos, quand c'est des trucs, c'est aussi des accès privilégiés pour arriver après à rentrer. Quand t'as rien qui est centralisé ou autre, t'arrives peut-être quand même à rentrer, mais c'est aussi moins industrialisé. Et donc, je pense, face à quelqu'un qui s'y connaît, il passera quand même. Face à des virus ou des scripts automatisés ou autres, tu passes plus parce que t'es trop dans l'exotisme, t'es trop dans les trucs qui... Tout dépend en fait si c'est toi qui es ciblé précisément ou si c'est une attaque massive qui cherche à exploiter des... Pour rebondir un peu sur ce que disait Nova, moi, tu vois, typiquement Bitwarden, j'ai un Synology chez moi, je pourrais l'héberger. Mais je pars du principe que les données sont peut-être plus sécurisées chez Bitwarden que chez moi, quoi. C'est quand même leur métier, quoi. Chez moi, j'ai pas de firewall, j'ai pas de machin, pas plus que ça. Donc je me dis, quitte à les stocker, autant les mettre chez eux, ils sont peut-être plus à même de sécuriser que chez moi, quoi. Dans le principe, je suis d'accord, sauf qu'après, tu te rends compte que, on parlait de l'espace, ils se font quand même pirater, des choses comme ça. Tu te dis, tous les gros, ils sont tellement visés que du coup, il y a une énergie en face qui est mise, qui est aussi tellement importante que tu te demandes qui va gagner, quoi. Le risque zéro n'existe jamais, mais bon. Bon, après, on peut parler des firmware de Synology. En plus, quand t'as un vieux Synology qui se met plus à jour. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce que je disais. Moi, je me dis qu'ils sont peut-être plus en sécurité chez Bitwarden que chez moi, où c'est pas mon métier de faire de la cybersécurité, quoi. Sinon, j'aurais aussi une autre question pour tous. Hein. C'est pour la faille CryptoLocker de SXI qui est sortie la semaine dernière, qui a été facteur 1. J'ai vu que la faille en elle-même, ça concernait une faille qui donne, je crois qu'il datait de 2021, qui était vieille, elle a un an et demi, je crois. 2022, voilà, bref, elle est ancienne, voilà. Alors que j'ai vu passer entre-temps des failles pour VMware, alors je sais plus si c'était exactement ESXi ou pas, qui étaient scorées bien pire du sur le SSL. Ouais, voilà, et des trucs où je me dis, moi quand j'ai entendu, parce que j'étais malade, donc quand j'ai eu l'alerte d'un pote en me disant, qui me parlait justement du CryptoLocker, je me suis dit, oh merde, ça doit être ça, oh punaise, et en fait je suis revenu, j'ai regardé, c'est même pas ça, et là je me suis dit, est-ce qu'il y a un décalage, est-ce que c'est fréquent que les failles exploitées soient relativement vieilles, parce qu'on connaît les 0D, mais là pour les VMware ou les trucs comme ça, j'étais assez surpris que ce soit pas une faille récente encore pire qui soit exploitée. Alors on a perdu. Est-ce que c'est on a perdu quelqu'un. On a retrouvé. On l'a retrouvé. Ouais. J'ai vraiment une connexion pourrie. Hein. Moi, pour toi, je mettrais un firewall quand même. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. J'ai vraiment une connexion pourrie. Pourtant, je me suis mis en filaire directement au cul de la box et tout. C'est un truc de fou. Donc si quelqu'un veut se lancer sur une réponse, j'ai pas de réponse à ton interrogation.
Alors je vais le dire autrement parce que j'ai une autre question. Une interrogation qui me depuis ce matin. Hein. Il y a la faille dans la libxml2 là qui est sortie avec qui annonce de l'exécution de code arbitraire. Voilà. J'ai vu que libxml2 elle est absolument installée quasiment partout. T'as toutes les voilà. Je ne sais pas à quel point elle est exploitable et je me dis est-ce que ça risque d'être une faille qui est tellement déployée qu'il va y avoir un exploit. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça s'estime habituellement ou c'est vraiment du pifométrique de ça dépendra. Il peut ne jamais y avoir d'exploit, comme on peut se dire il y en aura un dans 2 semaines, 6 mois, 2 ans. Alors, je vais t'apporter un élément de réponse parce que je travaille sur ces sujets avec une petite boîte qui s'appelle Mendiant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mendiant, c'était anciennement FireEye et ça a été racheté pour devenir la branche armée de la threat intel de Google. Et ils ont des sondes partout dans le monde. Il y a très très souvent des vulnes qui sont catégorisées avec un score CVSS par leurs éditeurs et parfois très élevés ou parfois trop bas. Et il y en a certaines qui sortent avec un niveau 8, 9, voire 10 côté éditeur. Et puis en fait, quand tu regardes les sondes, elles ne sont pas exploitées parce que ça n'intéresse personne, parce qu'il y a d'autres sujets. Et tu as des failles qui sortent avec des niveaux relativement faibles. Du coup, il n'y a personne qui s'y intéresse, il n'y a pas de buzz autour, on ne patche pas forcément. Et qui, à un moment, comme tu le dis, on a capacité à voir qu'il y en a énormément exposé sur le net. Et il y a des gens qui vont mettre l'énergie nécessaire pour trouver la bonne config environnementale d'exploitabilité. Et c'est là qu'une vieille faille qui avait l'air de rien dans un coin, finalement devient quelque chose qui n'est pas un 0D qui traîne depuis très longtemps, mais devient effectivement une vraie source d'exploitation avec des gens qui ont eu le temps de préparer les outils. Et si je peux rebondir un peu sur le même sujet, du coup, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique de, quand il y a une faille, enfin, quelle que soit la faille, ou quand il y a des patchs de sécurité qui corrigent quelque chose, de se poser la question avant de patcher, parce que tu patches pas forcément de manière systématique quand c'est contraignant, hein, parce que ça peut l'être dans certaines situations, de savoir, est-ce que finalement je suis concerné? Enfin, quand je dis est-ce que je suis concerné, c'est est-ce que ça peut être exploité dans mon cas parce que, par exemple, j'ai une bêtise, la faille Log4j, sur le principe, suivant ce que tu fais, par exemple, si ton appli, c'est toi qui l'as développé et que tu sais que Log4j en lui-même, tu peux pas lui injecter quoi que ce soit d'une manière ou d'une autre parce que tu sais que ce que tu vérifies, tu sais ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de dire je cours à patcher, quoi? Alors, tu cours pas à patcher pour le coup, mais comme tu sais qu'il y a systématiquement des variantes d'un code malveillant qui vont sortir dans les semaines qui suivent, à un moment, peut-être que celui que tu as étudié avec tes caractéristiques spécifiques que tu as étudié, ça sera plus le même dans quelques semaines. Et dans ce cas-là, tu étais dans un contexte d'exploitabilité qui lui était pas favorable, mais qui sera favorable à son petit cousin dans 3 semaines. D'accord, ouais, ok. C'est intéressant comme réponse. Okay. Et je suis d'accord avec toi, toute la difficulté quand tu es dans la prod, de dire ok, je vais devoir peut-être faire un arrêt de prod quelque temps sur quelque chose qui m'est affiché comme pas forcément critique. La première réaction, c'est de te dire je ne fais pas l'effort de. Non, mais c'est pas forcément critique, c'est peut-être oui, mais par exemple, je dis une connerie, tu utilises mettons une base de données Postgre par exemple, et il y a une fonctionnalité qui est pas du tout utilisée dans ton application, qui n'est pas du tout alors je sais pas si ça va être un bon exemple en réalité, mais quelque chose qui est pas désactivé mais que tu sais que c'est pas utilisé, derrière, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller mettre à jour? Bien sûr, c'est toujours mieux de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que des fois tu peux ramener et d'ailleurs ça a été le cas pour la faille Log4j, c'est que la première correction corrigeait pas tous les cas. Et donc au final t'as mis à jour quelque chose qui peut-être n'aurait pas été exploité et qui finalement avec la nouvelle mise à jour peut-être devenait exploitable. Bon, j'extrapole parce que c'était pas le cas dans ce cas de figure, mais en tout cas dans l'absolu c'est quand même toujours le risque quand t'es développeur, quand tu corriges quelque chose, tu peux créer un nouveau bug qui peut être plus grave que le précédent. Donc mettre à jour
bah, c'est une fuite en avant vers quelque chose que tu ne maîtrises pas et dont tu ne sais pas si ça va forcément être bénéfique. Écoute, si tu reprends la faille Microsoft Print Nightmare, par exemple, c'en est un super exemple. Hein, il y a quand même eu 7 releases différentes qui, à chaque fois, ouvraient une nouvelle porte. Hein. Ça s'appelle pas Windows pour rien. Hein. Et puis les updates Microsoft depuis quelques années, faut se méfier. Hein. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que, alors, je reviens avec ça, mais en ISO 27000, on a des politiques de scan, on a des politiques de patching, et il y a forcément un Change Advisory Board, donc un comité de vérification des changes, qui vont se poser ces questions-là. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on le patch plus tard? Et dans une politique de patching, tu vas dire celles qui sont véritablement critiques et avérées sur nos systèmes, on les patch à zap, et puis après on se laisse 3 mois, 6 mois, 12 mois pour patcher ce qui n'apparaît pas comme critique aujourd'hui. Il y a Rouge Sable qui pose une bonne question et qui va un peu dans le sens de ce que je pense que j'allais poser comme question, enfin que je voulais poser, et en réalité moi-même je suis pas convaincu par rapport à sa question. Il dit, est-ce qu'une faille uniquement accessible par exemple en réseau, alors il met local privé, attends, est-ce que par exemple une faille dans l'accès, un exploit qui n'est pas exposé sur internet? Voilà, mais moi j'aurais plutôt fait l'inverse, de dire un exploit qui n'est exploitable que par internet, et tu sais que dans ton réseau local du coup il n'est pas accessible ton truc via internet. Est-ce que c'est vraiment utile de patcher? Alors je pense que j'ai la réponse moi-même à la question, c'est qu'en fait maintenant on considère qu'il ne faut plus faire de distinction entre que ce soit local ou pas local, parce que on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait un accès dans ton réseau local et exploite quand même quelque chose qui devrait pas l'être, parce que il a rebondi quoi. Il s'est servi du réseau que tu considères comme sécurisé pour exploiter quelque chose. Alors, là-dessus, on a j'ai plusieurs réponses. Comment est-ce que je fais pour faire tourner des environnements non patchés, donc vulnérables, tout en les sécurisant? C'est un peu ça la question. Donc, aujourd'hui, tu peux faire ce qui s'appelle du virtual patching. Donc, c'est des outils par des éditeurs antivirus qui ne vont pas patcher la machine, mais qui connaissent le pattern, l'empreinte des attaques qui vont aller sur les différents composants qui ne le sont pas, et donc ils vont jouer le rôle de firewall applicatif. Ah, c'est classe ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est un peu tricky à mettre en œuvre parce que c'est relativement fin, mais c'est vachement bien, et ça, dans l'industrie, on le fait beaucoup. Et on commence à le faire dans le milieu hospitalier où ils patchent pas parce qu'ils peuvent pas. Dans ce cas-là, on va virtuellement patcher les environnements, et du coup, on a en plus la remontée des alertes de ces outils-là qui nous disent attention, il y a cette attaque qui se promène. D'accord. Et c'est quel type d'outil qui fait ça? C'est dans les odeurs ou... le grand spécialiste, c'est Trend Micro. Ok. On fait ça avec des outils comme Deep Security, qui est capable de faire du virtual patching de façon très précise. D'accord. Donc il y a ça, ou après il y a du firewalling très fin, c'est-à-dire que tu vas devoir faire des configs réseau un petit peu particulières et très souvent mettre en place des routes statiques. Ce qui fait que tu vas avoir des routes à l'intérieur, mais même si on arrive à venir avec une machine vérolée qui serait dans le réseau classique des DHCP et autres, il n'aurait pas accès à ces routes-là. Ok. En tout cas... les jeux de flux. En tout cas, j'imagine que tu seras d'accord pour dire que c'est plus une bonne pratique de considérer son réseau interne comme un réseau sécurisé. Non, c'est plus une zone sûre comme ça l'était, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils qui permettent de contourner les sécurités. Et aujourd'hui, avec le fait que plein de gens ne savent pas qu'ils ont l'IPv6 d'activer, sont gentiment ouverts à d'autres réseaux. Ok. Bon, comme le suggérait Laurent, on va quand même tout doucement rendre l'antenne. On a fait quand même un bon tour et il y a largement encore de quoi raconter, mais ça tombe bien, on pourra faire d'autres épisodes pour tous ceux que ça intéresse, hein, parce que j'imagine que vous avez encore d'autres choses que vous souhaitez qu'on aborde, et nous, on en a en tout cas. Moi, il y a plein de choses que je... J'ai mis le lien sur le Discord si vous voulez nous rejoindre pour encore discuter de ça. On a des channels sécurité et tout. Exactement.
Exactement. Et puis, merci en tout cas à tous d'avoir été présents. Hein. C'est vraiment sympa. C'était un plaisir et je rajoutais une petite touche d'humour. Si jamais tu as un problème de coût en sécurité, demande à une girafe. Bonne nuit. La vache. Oh la vache. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ah, je crois que là, on a tout dit là. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Là, on peut pas. Mais je la mets de côté pour la prochaine fois qu'on me dit que ça coûte trop cher. C'est vrai. Je la garde de côté. Fais gaffe, une girafe, ça prend de la place. Hein. Ouais. Bref. Bon, merci en tout cas Jean-Bernard, c'est super. Ouais, c'était chouette. Merci pour l'invitation. C'était super intéressant. Et on espère que tu pourras nous éclairer une nouvelle fois parce qu'on a tellement d'autres choses à poser comme question. Donc, Ce sera avec plaisir, évidemment. eh ben, c'est cool, c'est cool. Maintenant qu'on a la procédure pour prendre rendez-vous, c'est bon. Donc, il faut faire. Un C'était petit quoi hashtag. ISO 27001, c'est ça? Hashtag ISO 27001. Ok. Bon, bonne soirée à tous. On vous dit, je sais pas quand. On verra bien. Bientôt, pas si bientôt que ça. Il y a les vacances qui commencent. Et tout C'est ça. Donc pas bientôt, mais on n'oublie pas qu'on se retrouvera tôt ou tard, probablement d'ici 3 semaines, peut-être 3-4 semaines. Je vous tiens au courant sur les différents réseaux habituels. Et à bientôt et bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Je ferme le live, on peut rester là si vous voulez. Ciao.